À la une donc ce soir, cette liste qui s'allonge après la Corse, après Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien c'est au tour de la région Occitanie de déclencher le plan blanc dans les hôpitaux, notamment ceux de Toulouse, de Montpellier ou encore de Perpignan. C'est là que vous vous trouvez, Adélaïde Mangin. On vous retrouve sur place en Occitanie, donc aussi les hôpitaux sont de plus en plus surchargés. Oui, et quelques chiffres pour que vous compreniez bien la situation. Ici en Occitanie, il y a 548 lits ouverts dans les services de réanimation et actuellement, le taux d'occupation est de 85% dans les services de réanimation. Donc il y a une tension forte qui pèse effectivement sur les hôpitaux. Alors le plan blanc, il vise à augmenter justement le nombre de lits dans les services de réanimation et puis il vise aussi à déprogrammer certaines opérations, celles qui sont les moins prioritaires pour faire face justement à l'afflux massif de patients. Alors le plan blanc va permettre de mobiliser plus de personnel soignant dans une période tendue, la période estivale, et puis il va permettre aussi de s'appuyer sur la solidarité interhôpitaux entre les établissements publics et les établissements privés notamment. L'Agence régionale de santé d'Occitanie a déclenché ce plan blanc au vu des indicateurs qui ne cessent de se dégrader dans la région. La circulation virale est toujours importante, notamment dans 2 départements particulièrement. L'Hérault d'une part où le taux d'incidence dépasse les 600 cas pour 100 000 habitants. Et puis les Pyrénées-Orientales où je me trouve, où là le taux d'incidence est de 533 cas pour 100 000 habitants, selon les derniers chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé. Merci Adélaïde Mangin avec Hugo Dorsemène. Le plan blanc déclenché également donc en région PACA en raison d'une forte dégradation de la situation sanitaire. Ça, ce sont les mots de l'Agence régionale de santé. Bonsoir Nicolas Bruder, vous êtes chef du service de réanimation de l'hôpital de la Timone à Marseille. Vous la constatez clairement, cette dégradation, depuis quelques jours? Ah oui, il n'y a aucun doute. Depuis 2 semaines, on voit un doublement des hospitalisations à la fois dans les services et en réanimation toutes les semaines. Et donc, on voit la solution se dégrader. D'ailleurs, comme l'a prévu l'Institut Pasteur, il n'y a pas de grande surprise, si j'ose dire. Fallait donc le déclencher, ce plan blanc. Il y avait urgence. Il faut que les hôpitaux se préparent au pire. C'est ça l'idée? Vous savez, le plan blanc, c'est une mesure purement administrative. Ça ne change pas grand-chose. Heureusement, on n'a pas attendu le déclenchement du plan blanc pour se mettre en ordre de marche. Ça facilite certaines décisions, mais en soi, ça ne change rien. On s'est posé la question de savoir s'il fallait vraiment rappeler le personnel qui a vécu une année difficile, vous vous en doutez. Et on a pris la décision de ne pas le faire. On va prendre d'autres solutions, en particulier les heures supplémentaires. Et effectivement, ça permet un certain déplafonnement. Mais bon, le plan blanc, ça a surtout un effet d'annonce, d'expliquer que la situation, effectivement, est grave. Ouais. Donc ça veut dire que vous ne rappellerez pas de personnel, vous laissez les soignants en vacances parce qu'ils ont besoin de se reposer en ce moment. Est-ce que ce plan blanc, il va être plus difficile à appliquer parce qu'il implique des déprogrammations notamment? Et puis il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est qu'on est en période estivale, donc effectivement vous avez beaucoup de personnel en vacances. Et puis l'autre paramètre, c'est que j'imagine que l'activité hors Covid doit être forte aussi en ce moment, vu l'affluence de vacanciers. Tout à fait, dans le sud, dans tous les endroits où il y a des vacanciers, effectivement, il y a plus de traumatologie, il y a plus d'urgence en général. Et donc, effectivement, il faut faire face à 2 choses à la fois. C'est pour ça que la seule solution, c'est d'ouvrir des lits supplémentaires, ce qui, dans cette période, est difficile. Donc, on va le faire dès la semaine prochaine, en mobilisant tous les moyens possibles, avec certainement des difficultés. Mais bon, on va être obligé d'y faire face. Une dernière question, Nicolas Bruder. Le profil des patients que vous accueillez en réanimation, est-ce qu'il y a des gens vaccinés? Non, 0 patient vacciné, toujours en réanimation à la Timone, depuis le début. En tout cas, 0 de vacciné de manière efficace. Et ça, je dois dire, c'est quelque chose d'un peu agaçant ou frustrant, comme vous voulez. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette épidémie de patients graves, on aurait pu l'éviter. Merci d'avoir été en ligne avec nous, Nicolas Bruder, donc à l'hôpital de la Timone à Marseille. On accueille Bertrand Guidé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service de médecine intensive réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Rapidement, est-ce qu'il faut s'attendre comme ça à ce que le plan blanc se propage dans d'autres régions, soit activé dans d'autres régions? Il faut adapter l'hôpital à la demande. Il faut certainement pas trop anticiper. Et il faut absolument préserver le personnel. Ça fait 1 an et demi qu'ils sont sur le pont. Ils ont vraiment droit à des vacances.
Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Nicolas Bauder. Il n'est pas possible d'aller rappeler des gens qui ont prévu leurs vacances, leur famille, etc. Est-ce qu'en revanche, des soignants d'autres régions qui ne sont pas en vacances peuvent être mobilisés dans le sud? Mais c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire que lors de la première vague, c'était le Grand Est et la région Île-de-France qui étaient touchés principalement, il y a effectivement du personnel de l'ouest de la France qui est venu nous aider. Ça, c'est plus facile à organiser que des transferts de malades de région à région qui posent des problèmes, en particulier pour les familles. Donc oui, il faut essayer d'anticiper. Oui, le plan blanc, c'est un peu un effet d'annonce. La déprogrammation en plein été, c'est pas très utile parce qu'elle est faite. Il y a moins d'activités chirurgicales, les chirurgiens sont en vacances, les anesthésistes sont en vacances, il y a moins d'activités chirurgicales. Il y aura potentiellement un vrai problème à la rentrée. C'est-à-dire qu'il y a des interventions qui sont programmées pour septembre-octobre. Et s'il fallait les déprogrammer, donc imaginez de déprogrammer des malades vaccinés pour pouvoir réorganiser l'hôpital, pour pouvoir prendre en charge des malades non vaccinés qui ont un Covid sévère. Ça pose un peu un problème quand même. Vous restez évidemment avec nous, Bertrand Guidé. On va partir en Corse où c'est la même situation préoccupante dans les hôpitaux qui se réorganisent. Et en parallèle, eh bien, les mesures sanitaires vont être renforcées. On vous retrouve, Jérémy Père, vous êtes à Bastia. Les autorités ont décidé de durcir les restrictions pour les habitants et pour les touristes. Oui, absolument, dans toute la Corse, mais particulièrement ici en Haute-Corse, c'est ce qu'a annoncé le préfet de la Haute-Corse ce matin dans une conférence de presse. 2 grands axes pour ces mesures de restrictions supplémentaires. Empêcher le brassage entre les personnes jeunes et les personnes plus âgées, parce que cette 4e vague touche essentiellement les jeunes personnes ici en Corse. Et puis ensuite, inciter les résidents et les vacanciers à faire des activités qui nécessitent le pass sanitaire. Très concrètement, à partir de demain, il sera impossible d'organiser des fêtes de village, des kermesses. Il sera aussi interdit de se réunir à plus de 10 sur la voie publique après 21h. Interdiction aussi pour les bars, restaurants et les campings de faire des animations qui dépasseraient les 1h du matin. Et enfin, le port du masque obligatoire s'étend à de nombreuses villes en Haute-Corse, en Corse du Sud, généralement sur des portions ou des zones très précises de ces communes, là où il y a le plus de passage. Pourquoi? Eh bien parce que la situation sanitaire est particulièrement compliquée, se dégrade en ce moment en Corse et particulièrement en Haute-Corse. Je vous propose d'écouter le préfet de la Haute-Corse justement, qui fait un point notamment sur les chiffres du taux d'incidence en ce moment ici dans ce département. Le taux d'incidence dans le département continue d'évoluer. On est passé il y a 3 semaines de 357 à 724 et cette semaine 836, avec un taux de positivité qui a augmenté aussi pour atteindre aujourd'hui 7,1. Ça, c'est 4 fois à peu près le taux d'incidence nationale. Le virus, circule très activement chez les jeunes, très majoritairement chez les jeunes, avec un taux d'incidence chez les 15-19 ans qui est de 1887 pour 100 000. Seule satisfaction pour le préfet de Haute-Corse, c'est le fait que les vacanciers et les voyageurs sont très faiblement touchés par le Covid en ce moment, signe que les mesures qui ont été mises en place pour l'arrivée en Corse, en amont notamment la mise en place et l'obligation surtout de présenter un pass sanitaire fonctionnent, a-t-il dit. Et puis enfin un dernier mot sur ces mesures mises en place à partir de demain. Elles sont évolutives parce que la situation bouge de jour en jour, a précisé le préfet ici en Haute-Corse. Merci Jérémy Père. Avec Sonia Reynaud, vous nous tenez bien évidemment au courant de l'évolution de la situation. Bertrand Guidé, quand on regarde les taux d'incidence qui s'affolent chez les jeunes, 1887 chez les 15-19 ans, moi j'ai une question. Je me rajeunis, j'ai 18 ans. J'ai 18 ans, je suis en Corse. J'ai mes amis, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de m'amuser. Mes parents sont vaccinés, mes grands-parents sont vaccinés. Pourquoi j'irais me faire vacciner? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que si toutes les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes quand même un tout petit peu âgées, alors on peut discuter de la barre, étaient vaccinées, la pertinence de la vaccination des plus jeunes serait moindre, parce qu'il ne faut pas de forme grave, sauf exception. Donc effectivement, c'est essentiellement une solidarité vis-à-vis d'autres générations. Mais il y a un brassage, on le sait très bien, on l'a vu lors des vagues précédentes, quand il y a un taux d'incidence qui est très élevé dans la tranche d'âge des 15, 20 et surtout des 20, 29 ans, eh bien après quelques semaines, ça se transmet aux autres tranches d'âge. Et donc
donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas laisser des taux d'incidence aussi élevés. Donc l'argument numéro 1 chez les jeunes, ça reste la solidarité vis-à-vis des autres Oui, générations. alors il y a un autre argument, mais qui est un argument qu'on peut dire un peu spécieux, c'est effectivement, si vous êtes infecté quand la rentrée des classes interviendra en septembre, eh bien le risque c'est fermeture de la classe, fermeture de l'école, fermeture du lycée, du collège, voire de l'université. Alors si vous êtes vacciné, vous pourrez encore aller en classe, mais voilà. non vaccinés effectivement ne pourront plus aller en cours. Et puis éventuellement, il y aura quand même moins de cas et moins d'opportunités de fermeture de classe. Il y a un point quand même qui est positif dans les taux d'incidence, c'est que le taux d'incidence des plus de 65 ans, donc dans une population qui est quand même très bien vaccinée, beaucoup plus que chez les jeunes, le taux d'incidence est beaucoup plus faible. Il y a un rapport de 1 à 10 au moins entre le taux d'incidence des jeunes et le taux d'incidence des plus de 65 ans. Alors dans ce contexte très morose sur ce front de la crise sanitaire, il y a quand même une touche d'espoir avec une bascule épidémique qui est peut-être en cours dans certains départements. Il y a des signaux encourageants. La situation semble s'améliorer à certains endroits et on va voir ça tout de suite avec vous, Lisa Adef. C'est le cas si on prend comme critère le taux d'incidence. Expliquez-nous. Exactement, parce que le taux d'incidence, c'est l'une des données clés qui est utilisée par le gouvernement pour juger de la gravité de la situation sanitaire. Regardez d'abord au niveau national, le taux d'incidence se stabilise autour de 225 cas pour 100 000 habitants. Il a même légèrement diminué depuis hier soir et est en baisse constante dans une vingtaine de départements, notamment dans les Pyrénées-Orientales, la Gironde, les Landes, la Charente-Maritime ou encore Paris. Voyons maintenant au niveau départemental. Prenons les Pyrénées-Orientales par exemple. Le taux d'incidence est de 534 cas pour 100 000 habitants. Il y a une semaine, il était de 625. C'est l'une des baisses les plus significatives. Autre exemple, et pas des moindres, dans les Landes, c'est là où le virus Delta circulait très activement au début de l'été. En une semaine, le taux d'incidence est passé de 307 cas pour 100 000 habitants à 284. Et qu'en est-il en ce qui concerne l'âge des cas positifs? Est-ce qu'il y a autant de jeunes touchés qu'on a pu le voir il y a un instant en Haute-Corse? Alors il y en a moins, et ça dans certains départements. Par exemple en Charente-Maritime, sur la semaine du 18 juillet au 24 juillet, le taux d'incidence chez les 20-29 ans était de 1466 cas pour 100 000 habitants. La semaine suivante, on divise ces chiffres quasiment par deux, 872 cas pour 100 000 habitants. D'autres baisses sont visibles, notamment à Paris. Comment expliquer cette décrue, cette baisse? Est-ce que ça peut être lié aux restrictions sanitaires qui ont été mises en place? On est tenté effectivement de faire un lien entre les baisses, les chiffres positifs et les restrictions qui ont été appliquées pour la simple et bonne raison que dans ces départements que je viens de vous citer, il y a eu plusieurs restrictions. D'abord, l'obligation de porter le masque en extérieur, aussi des jauges pour les grands rassemblements ou encore la fermeture des bars et restaurants à 23 h, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Néanmoins, ce n'est pas une baisse miraculeuse parce qu'il faut le rappeler que même si la situation s'améliore, le taux d'incidence reste bien supérieur au seuil d'alerte fixé par les autorités qui, on le rappelle, est de 50 cas pour 100 000 habitants. Merci Lisa Adef. Bertrand Guidé, même si on reste très prudent, est-ce que c'est quand même encourageant ces chiffres? Absolument. Il y a au minimum une stabilisation de l'augmentation. C'est-à-dire que ça a clairement augmenté depuis 15 jours, 3 semaines. Et dans plusieurs régions, y compris en Ile-de-France, ça se stabilise. On a eu ça dans d'autres pays aussi. Donc je pense que là, c'est un signal assez encourageant pour dire que oui, ça se stabilise. Mais comment on l'explique d'un coup? C'est ce qui a été dit, c'est-à-dire que je pense que les gens peut-être font un petit peu attention, il y a eu des mesures de restriction, et puis il faut rappeler quand même les mesures de port de masque. Alors à l'extérieur, sauf vraiment dans les zones très très denses en population, c'est peut-être moins pertinent, mais à l'intérieur, c'est absolument pertinent, même chez les gens vaccinés. Mais ça veut dire que le pic est passé, c'est ça la traduction? Le pic serait passé dans certains départements? Si on fait le parallèle avec l'Angleterre a commencé, je dirais, cette 4e vague avec à peu près 2 mois d'avance par rapport à nous, mais avec une couverture vaccinale un peu différente. Et eux, ils commencent effectivement à avoir un franc déclin. Donc on peut espérer qu'on va avoir la même chose si en parallèle, il y a une augmentation de la vaccination. Donc ça veut dire que c'est à plusieurs vitesses, département par département, région par région. Oui, alors après, il y a le problème de cette période touristique, estivale, où il y a beaucoup de brassage de population. Voilà, c'est des opportunités de contamination, évidemment. Bon, en tout cas, pour juguler l'épidémie, le gouvernement mise beaucoup sur l'extension du pass sanitaire. Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision demain. Il devra dire si les restrictions de liberté imposées avec ce nouveau projet de loi sont proportionnées par rapport à l'objectif. Quel point pourrait bloquer? On voit ça avec Jules Boiteau.
Aux bars, restaurants ou hôpitaux, est-elle conforme à la Constitution? C'est une des questions auxquelles le Conseil constitutionnel devra répondre dès demain. Les sages doivent vérifier si le fait que les restaurateurs, par exemple, soient en charge du contrôle des passes sanitaires pose problème. Autre disposition qui pourrait être retoquée, les contrôles des personnes à l'isolement. Le texte de loi prévoit une obligation de rester 10 jours à l'écart en cas de test positif. Le Conseil doit s'assurer que la restriction de liberté n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif. Dernier point susceptible d'être censuré, la suspension des contrats de travail pour les employés qui refusent de présenter un pass sanitaire. L'arrêt de la rémunération pendant 2 mois pourrait également poser problème. Si le Conseil constitutionnel censure un nombre trop important de mesures, le texte devra repartir devant le Parlement pour un nouveau vote. Et avec nous pour en parler, William T, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président du think tank Le Millénaire. Faut s'attendre à quoi demain? Alors évidemment, on n'a pas la boule de cristal, mais faut s'attendre à ce que le Conseil constitutionnel censure, retoque certaines mesures de ce projet de loi sanitaire? Alors ce qui est hautement improbable, c'est que le Conseil constitutionnel retoque complètement la loi. Donc à ce moment, le dispositif complet passera. Il y a quelques mesures, par contre, qui sont éventuellement litigieuses ou soumises à l'appréciation du Conseil constitutionnel. La première, c'est la question de l'isolation obligatoire. La deuxième, c'est la question de l'extension du pass, notamment dans les hôpitaux. Et puis la troisième, c'est la question du licenciement. C'est ces 3 points clés, je pense, qui peuvent faire débat. Et dans ce cas-là, éventuellement, le Conseil constitutionnel pratiquera ce qu'on appelle une censure partielle du dispositif, ce qui n'empêchera pas la loi d'être applicable à partir du 9 août. Dans le cas contraire, si par là le Conseil constitutionnel décidait d'une censure complète, Emmanuel Macron n'aurait pas le choix que de repasser auprès du Parlement, mais ce qui est hautement improbable à l'heure actuelle. On reviendra sur ce sujet à 20h30 puisqu'on sera avec Thibault Mercier qui est avocat, essayiste et président du Cercle Droit et Liberté. Avant, j'aimerais vous faire réagir sur cette charge d'Emmanuel Macron contre les anti-vax, contre les manifestants les plus extrémistes, ceux qu'on a pu entendre parler de dictature sanitaire pour qualifier la France. Interview qu'il a donnée quand il était en Polynésie, retranscrit aujourd'hui par Paris Match. Et là, des mots très durs, hein, le président. Je ne céderai rien à leur violence radicale. Je considère qu'il y va de l'existence même des démocraties. Leur attitude est une menace pour la démocratie. Et il ajoute, je les invite à regarder les mêmes manifestations dans des pays qui ne sont plus des États de droit. Je pense qu'il crée un désordre permanent. On comprend à travers ses propos qu'il appréhende complètement différemment ce mouvement par rapport à celui des Gilets jaunes et que cette fois-ci, il ne cédera rien. Le premier tournant a eu lieu la semaine dernière après l'accord mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. En fait, je pense que ce qui joue Emmanuel Macron notamment, c'est qu'il y a une partie des manifestants qui espèrent que Emmanuel Macron cédera sur la question du dispositif du pass sanitaire et qu'il puisse éventuellement le faire reculer. Donc son objectif, au moins jusqu'à fin août, c'est d'être ferme pour montrer qu'il ne cédera pas sur la question du pass sanitaire et que du coup, il n'y a aucun intérêt pour les manifestants d'aller manifester et qu'il n'y aura jamais de retrait sur ce point-là. Je pense que dans un premier temps, il a raison parce que notamment son objectif est d'atteindre un objectif de 50 millions de primo-vaccinés à partir de la question de la fin août. Par contre, on aura un deuxième tournant à la rentrée et à ce moment-là, il devra forcément, dû égard au fait que vraisemblablement les manifestations resteront à un nombre similaire ou éventuellement augmenteront, soit la crise sanitaire s'atténue et il retire une partie des dispositifs et normalement il revient parce que je pense que la manifestation repose sur 2 valeurs fondamentales, la question de la liberté, la question de rupture d'égalité. Notamment, il manifeste contre l'opposition entre la France des vaccinés et celle non vaccinée et je pense qu'il a une mesure qui peut être clé notamment à remettre, c'est de re-rendre les tests gratuits. Et donc dessus, parce que normalement, il devait être payant, les tests de complaisance en octobre. Tout à fait. Donc éventuellement, il peut retenir dessus. Donc ça libérera une partie des manifestations. Parce que ce qu'on a vu, notamment dans la crise des Gilets jaunes, c'est qu'Emmanuel Macron a réussi à faire céder à faire revenir chez eux une partie des manifestants en mettant en place des politiques publiques, notamment en énonçant les mesures du 8 décembre 2018. Et je pense que c'est le seul levier pour lever les manifestations. Et donc du coup, ce qu'il essaye de faire, et là où il a raison, c'est de montrer que de rappeler les principes fondamentaux, c'est que certes, on peut considérer qu'il y a des atteintes à des libertés, et vraisemblablement le Conseil constitutionnel le raisonnera aussi, mais il y a un jugement qui est supérieur, c'est la question de l'intérêt général, et si par cas on était véritablement en dictature, est-ce que l'Assemblée nationale se serait mis d'accord avec le Sénat, et est-ce que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel auraient validé une grande partie du dispositif ?
Lui est l'un des artistes qui avait publiquement affiché son opposition à ce pass sanitaire et à la vaccination obligatoire. Le rappeur Akhenaton a été hospitalisé, testé positif au Covid. Le fondateur du groupe IAM a souffert d'une détresse respiratoire. Ça va mieux désormais. On va voir ça avec vous, Édouard Bonamour du service culture de BFM TV. Dites-nous où il en est, quel est son état de santé. Écoutez, d'abord pour rassurer les fans, selon nos informations, Akhenaton serait sorti de l'hôpital cet après-midi. Ça veut dire que son état ne s'est pas aggravé. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il a donc été hospitalisé, pris en charge dimanche par les urgences vitales de l'hôpital de la Timone à Marseille pour détresse respiratoire. Il a été admis brièvement en service de réanimation et très rapidement placé dans l'unité de médecine aiguë polyvalente. C'est une unité, un service qui accueille des patients après les urgences. Toujours selon nos sources, le chanteur de 52 ans était bien touché par le Covid puisqu'il a été testé positif lors de son hospitalisation. La manageuse du groupe a confirmé cette information, mais elle n'a pas voulu donner plus de commentaires pour le moment. Alors, dès le 21 juillet, en fait, on savait que le groupe marseillais avait dû annuler certaines dates parce que l'un d'entre eux était cas contact. On ne savait pas de quel membre il s'agissait. Ça a été une douche froide pour IAM puisqu'ils ont dû annuler plusieurs dates de leur concert. Évidemment, ils étaient à l'isolement, en fait, le temps de tester tout le monde. Alors, cette hospitalisation, elle fait beaucoup réagir parce que, effectivement, il avait publié une vidéo, c'était mi-juillet, et il disait qu'il était contre le pass sanitaire et contre, non pas la vaccination, mais la vaccination obligatoire. Exactement, une vidéo qui a donc été diffusée le 17 juillet sur son compte Twitter et Instagram, qui a déjà 500 000 vues sur Twitter, qui a beaucoup fait parler d'elle. Je vous propose d'écouter un extrait. Avec le groupe IAM, nous sommes contre le passeport sanitaire, contre la vaccination obligatoire à l'usure ou non, dans le cas des soignants et d'autres métiers. Et il en va de nos libertés, et il en va surtout de l'avenir de nos enfants. Que les gens qui ont un tant soit peu de conscience dans le corps médical prennent enfin la parole, que les journalistes qui vont dans un sens unique depuis 1 an et demi maintenant, qui ont une autre vue, l'expriment aussi. Ces lois sont extrêmement dangereuses pour l'avenir de tout le monde. Voilà, une vidéo très engagée, comme d'habitude finalement avec le groupe IAM. Alors il faut bien préciser, il n'est pas contre la vaccination, il dit qu'il est contre la vaccination obligatoire pour tout le monde. Et finalement, je vous le disais, c'est vrai que c'est pas surprenant venant d'Akhenaton, qui a toujours été un artiste très engagé depuis 30 ans. Et le premier album d'IAM, eh bien, il s'est souvent engagé dans des débats de société où il dénonce les inégalités, le racisme. Finalement, ils disent souvent, le groupe IAM, que c'est leur boulot d'artiste de poser des questions sur des sujets qui fâchent, qui créent la discussion. Akhenaton, il a toujours dit que c'était un citoyen en alerte, il voulait le dire dans son art et dans les interviews. Il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Il a d'ailleurs publié un livre au mois de mars qui s'appelle La fin de leur monde, qui était un cri d'alarme sur la société, sur l'environnement. Et fin juin, ils ont créé un album, ils ont fait un EP, un petit album qui s'appelle Première vague, où il rappelait que la culture était essentielle. C'était un EP qu'il voulait évidemment défendre sur scène. Pour l'instant, ce ne sera pas possible. Il va falloir que sa santé s'améliore évidemment. Merci beaucoup Édouard pour toutes ces précisions. Bertrand Guidé, je me tourne vers vous. Vous venez d'entendre donc ce qui s'est passé avec cet artiste marseillais. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien, dans le sens où, un, ça lui fera peut-être changer d'avis sur la vaccination, et deux, ça peut possiblement influencer ses fans et certaines personnes derrière? Oui, il y a plusieurs choses. Je voudrais réagir sur les manifestations du samedi anti-pass sanitaire. C'est extrêmement hétérogène. Je pense qu'il faut vraiment pas avoir une vision stigmatisante en disant c'est tous des cons, ils comprennent rien. Il y a vraiment des motivations extrêmement différentes. Il y a des motivations politiques, il y a des motivations de défense des libertés que l'on peut entendre. Après, il faut essayer de donner des arguments en faveur de la vaccination et en faveur du pass sanitaire. Moi, je suis en faveur du pass sanitaire. Je ne suis pas en faveur du pass vaccinal parce que le pass sanitaire permet d'avoir une alternative à la vaccination pour les gens qui ne veulent vraiment pas être vaccinés. Alors ensuite, pour les personnes qui professionnellement sont au contact des autres et de spectacles vivants, vous êtes au contact des autres. Les personnels soignants, comment est-ce que vous pouvez défendre que vous n'êtes pas vacciné, que vous avez transmis une maladie contagieuse à un malade qui vous faisait confiance et qui était captif. Il était dans un lit, il avait besoin de vos soins et vous n'êtes pas vacciné. Ça, c'est inentendable. En l'occurrence, pour Akhenaton, on ne sait pas s'il est vacciné ou pas. Non, ce que je veux dire, c'est quand il dit je suis contre la vaccination obligatoire et la vaccination obligatoire des soignants.
Ça, moi, je ne peux pas l'entendre. Je veux dire, en tant que soignant, vous avez une responsabilité vis-à-vis des malades qui vous font confiance, vous vaccinez. Enfin, est-ce que justement, encore une fois, on n'est pas là pour charger Akhenaton et on vous souhaite un très prompt rétablissement, mais est-ce que vous avez ce cas de figure-là chez vous, dans vos hôpitaux? Vous avez des personnes qui ne sont pas forcément pro-vaccin, qui se font hospitaliser, et est-ce que ça crée un électrochoc, une prise de conscience chez elles derrière? Ça peut fonctionner dans tous les sens, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de malades qui disent « Ah, j'attendais pour me faire vacciner. Je préférais attendre, et puis ils font une forme grave, puis après ils disent j'aurais quand même dû me faire vacciner. Voilà, on a effectivement un certain nombre de personnes comme ça. La question que vous avez posée tout à l'heure sur les malades admis en réanimation, nous on a eu 12 malades admis en réanimation là depuis 15 jours. Parmi les 12, il y en a 10 non vaccinés. Il y en a une personne vaccinée, 3 doses, mais avec un système immunitaire qui n'a pas répondu à la vaccination. Et ce qui pose la question de la vaccination de l'entourage. On parlait tout à l'heure des jeunes, eh bien, elle a probablement été contaminée par son entourage. C'est-à-dire un système immunitaire qui n'a pas répondu à la vaccination? Quand vous avez un centre de traitement qui tape sur votre système immunitaire, eh bien, vous ne répondez pas normalement au vaccin. C'est la raison pour laquelle on propose de faire même 3 doses. Et cette patiente, malgré 3 doses de vaccin, n'avait pas une protection vaccinale. Ce qui pose problème, c'est-à-dire que vous avez des gens fragiles, un certain nombre de chimiothérapie, un certain nombre de traitements, ce qu'on appelle des biothérapies au long cours, qui induisent une vulnérabilité vis-à-vis des infections et une diminution de la réponse immune post-vaccinale. C'est-à-dire que c'est des gens que l'on vaccine et qui ne sont pas bien protégés. Et le minimum, c'est que leur entourage immédiat soit vacciné. Vous restez avec nous, évidemment, Bertrand Guidé. On aura l'occasion dans quelques minutes de parler de ces soignants qui refusent la vaccination. Certains ont lancé une grève illimitée depuis ce matin. On va parler tout de suite des Jeux Olympiques à Tokyo avec la 25e médaille française, du bronze en voile et aussi aujourd'hui des qualifications en demi-finale pour nos équipes de basket et de handball. Le résumé avec Samia Hani. La délégation française olympique se part d'une nouvelle médaille, la 25e, grâce à la voile et à Camille Lecointre et à Loïse Retornaz, qui remportent le bronze en 4,70. Un improbable imbroglio aurait pu leur donner une médaille d'argent après une manœuvre douteuse des Polonaises et des Britanniques. La France porte réclamation, mais les juges ne donnent pas suite. Le duo tricolore conserve sa médaille de bronze. C'est une médaille olympique et c'était notre objectif d'avoir une médaille olympique, donc voilà, on est quand même super heureuse. Forcément, il y a toujours des petites frustrations dans une épreuve et voilà, on en a eu une, mais le résultat est positif. Les sports collectifs français continuent de briller à Tokyo. L'équipe de France féminine de handball accède aux demi-finales après un superbe match remporté 32-22 face aux Pays-Bas en quart de finale. Les handballeuses françaises retrouveront la Suède vendredi en demi. Leurs homologues du basket ont suivi le même chemin puisque les basketteuses françaises se sont qualifiées pour les demi-finales en dominant l'Espagne 67-64. Les Bleus affronteront les Japonaises vendredi. En difficulté dans le décathlon à cause d'une blessure au dos, Kevin Mayer a tout de même brillé lors de l'épreuve du saut en hauteur. Mais dans la foulée, son 400 mètres a été difficile. Le recordman du monde est 5e à l'issue de cette première journée. Il lui reste 5 dernières épreuves ce jeudi pour tenter de décrocher le podium. Il y a tout qui est ouvert. Ma hauteur m'a vraiment remis dans le décathlon. Mon 400 m'a un peu rabaissé. J'avoue que c'est pas une première journée de dingue. Demain, c'est ma plus grosse journée par rapport aux autres. Tout est possible. Warner a beaucoup d'avance. Mais on me connaît quoi. Je suis pas là pour cueillir des myrtilles. Je vais allonger toutes mes tripes sur la piste et on verra bien. Au classement des médailles, la France est 8e avec ses 25 breloques. La Chine et ses 70 médailles, dont 32 en or, restent leaders. Il est bientôt 20h30. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une ce soir, que va décider le Conseil constitutionnel? Les sages rendent leur verdict demain concernant le projet de loi sanitaire. Pourrait-il être en partie retoqué? Certains points pourraient être litigieux. Je ne céderai rien à leur violence radicale. La charge d'Emmanuel Macron contre ceux qui qualifient la France de dictature sanitaire, un mot qu'il ne veut pas entendre. Leur attitude est une menace pour la démocratie. C'est ce qu'il dit le chef de l'État dans une interview à Paris Match. L'hôpital en alerte dans le sud. Après la Corse, le plan blanc déclenché en région PACA et en Occitanie. La situation se dégrade brutalement et rapidement. Et puis on vous parlera des flammes aux portes d'Athènes en Grèce. Une quarantaine de feux en cours dans le pays. Des centaines de pompiers mobilisés. Chaque jour, de nouveaux foyers apparaissent sous l'effet d'une canicule exceptionnelle.
Leur avis est très attendu. Les sages du Conseil constitutionnel se prononcent demain sur le projet de loi controversé qui prévoit l'extension du pass sanitaire et l'obligation de la vaccination pour les soignants. Des mesures sources de vifs débats depuis plusieurs semaines dans la rue et au sein de la classe politique. Anne Lorbans. Défendre l'extension du pass sanitaire, fer de lance d'Emmanuel Macron. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, le président de la République réfute les allégations d'un internaute, estimant que la France devient un pays liberticide. Si nous n'avions pas le pass sanitaire aujourd'hui, on serait obligé de refermer, c'est-à-dire de faire porter la contrainte sur tout le monde. Avec le pass sanitaire, on l'a fait porter uniquement sur celles et ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner, et en leur demandant de se tester pour protéger les autres. Un projet de loi qui fait débat au sein de la classe politique. La semaine dernière, 74 députés ont ainsi déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Ils dénoncent un texte examiné de façon hâtive par le Parlement et qui porte atteinte aux libertés et aux principes d'égalité entre les Français. On a mis ces obligations avec un calendrier qui ne permettait pas aux gens qui auraient voulu se faire vacciner parce qu'ils avaient prévu de le faire en septembre ou autre, de pouvoir le faire à temps pour passer un été normal, et puis surtout parce qu'il y a une liberté d'aller et venir, un droit à finalement avoir ses données préservées qui ne l'est plus du tout, puisque n'importe qui travaille dans un cinéma, dans un café, va assurer des missions de police, va avoir accès à vos données de santé, à vos données personnelles, d'identité et autres, et ce n'est pas comme ça qu'on doit lutter contre cette pandémie. Des accusations que réfutent les membres du gouvernement. S'il y avait un point sur lequel je souhaitais s'aligner, c'est le fait que l'Assemblée nationale et le Sénat se sont mis d'accord avec une commission mixte paritaire, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un point d'équilibre. Ça veut dire que toute la représentation nationale, c'est-à-dire que les représentants du peuple de France se sont mis d'accord pour trouver ce chemin qui doit nous permettre de lutter contre le seul et unique ennemi que nous avons, le virus. Le Conseil constitutionnel rendra son avis demain et pourrait émettre des réserves ou censurer certains points du projet de loi sanitaire. Alors, on va tenter d'y voir plus clair avec notre invité Thibault Mercier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, essayiste et président du Cercle Droit et Liberté. On va vers quoi demain, d'après vous? Est-ce que plusieurs mesures pourraient être censurées par le Conseil constitutionnel? Dites-nous quels sont, à vos yeux, les points les plus litigieux du texte. Alors, au vu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel depuis 1 an et demi, il est déjà assez clair que l'objectif de protection de la santé primera et donc le Conseil validera le pass sanitaire, validera cet outil de contrôle social, malheureusement. Il reviendra peut-être sur certains points, notamment l'isolement 22 heures sur 24 des personnes détectées positives, en plus avec possibilité de sanction en cas de non-respect de cet isolement. Il pourra revenir sur certains points comme les amendes pénales en cas de faux PCR ou en cas de non-présentation d'un pass sanitaire. Mais ça sera vraiment, à mon avis, à la marge. Le Conseil constitutionnel n'osera pas prendre une décision courageuse et ne jouera, à mon avis, pas son rôle de garde-fou et de protecteur de nos libertés fondamentales. Pourquoi vous dites ça? Parce que pour vous, selon vous, il y a une atteinte aux libertés individuelles qui est disproportionnée, parce que c'est là-dessus en fait que va juger réellement le Conseil constitutionnel ce projet de loi. Est-ce que pour vous, c'est disproportionné par rapport à l'objectif, par rapport à la situation sanitaire actuelle? Exactement. Alors non seulement elle est disproportionnée sur les libertés individuelles, mais aussi collectives. C'est l'ensemble de nos libertés qui sont mises en jeu par ce pass sanitaire, et aussi la philosophie de notre droit, puisque désormais on va faire 2 catégories de citoyens. Certains qui seront libres sur un critère de santé qui n'est normalement pas légitime, puisqu'il est même actuellement prévu par le code pénal qu'une discrimination fondée sur la santé est interdite. Et voilà, donc il y a vraiment une disproportion dans le but recherché. Et on voit notamment, par exemple, en Angleterre, qu'il n'y a pas eu de pass sanitaire, et pourtant il y a eu ce variant Delta, ce variant indien dont on a si peur, qui a pu être combattu par plus de pédagogie et une incitation à la vaccination plutôt que la mise en place d'un système qui va créer des milliers de frontières internes avec une espèce d'usine à gaz technocratique qui fera que chaque citoyen finalement devra contrôler son concitoyen. Est-ce que ce que vous redoutez aussi, c'est cette application du pass sanitaire qui va se faire sans limitation de durée dans le temps? Pour l'instant, on ne sait pas trop vers quoi on va. On entend certains spécialistes du droit dire « attention, il faudrait fixer un délai maximum ».
Alors c'est prévu, normalement c'est prévu jusqu'au 15 novembre. Mais on a vu, encore une fois, depuis 1 an et demi, que ce qui était temporaire durait. Typiquement, on nous avait dit qu'il n'y aurait qu'un seul confinement et que ça ne reviendrait jamais. On a eu 3 confinements et on nous dit que potentiellement il pourrait y en avoir un 4e. Et l'état d'urgence sanitaire, c'est exactement la même chose. En mars 2020, il avait été voté pour une période de 2 mois. Et résultat, on voit qu'on est quasiment à 18 mois désormais d'état d'urgence. Donc j'ai bien peur et beaucoup de juristes s'inquiètent du fait qu'un outil comme ça, qui rentre dans notre droit, puisse être utilisé de manière pérenne. Mais Thibault Mercier, je comprends pas bien quelque chose, parce que vous dites qu'il y a beaucoup de juristes qui sont inquiets. Vous dites que, selon vous, c'est votre avis, votre perception des choses, ce pass sanitaire notamment, ce projet de loi sanitaire dans sa globalité, plus largement, est une atteinte aux libertés individuelles disproportionnée. Mais justement, si le Conseil constitutionnel a été saisi, et saisi en plus par le Premier ministre lui-même, c'est justement pour mettre un terme à ces débats, pour trancher une bonne fois pour toutes. À partir du moment où les sages se prononceront demain, s'ils se prononcent favorablement à ce projet, il n'y a plus débat. Ben, heureusement qu'il y a débat, heureusement qu'on peut quand même débattre, même si les sages ont Non mais je veux pris dire, une c'est leur décision. boulot en fait, aux sages du Conseil constitutionnel, de déterminer ce qui est constitutionnel et ce qui ne l'est pas. Oui, mais alors vous savez, les sages savent aussi prendre des décisions politiques quand il faut, parfois de manière assez discutable. Leur parole n'est pas forcément d'or. On peut remettre en question leur but et on peut regretter aussi qu'ils aient placé ce droit à la santé presque en haut de notre pyramide des normes et que ce droit à la santé désormais soit quasiment le seul droit qui soit recherché au détriment de toutes nos autres libertés et nos autres valeurs. William T, il est politisé, le Conseil constitutionnel? Il a déjà pris des décisions politisées. Normalement, une décision marquante, c'était le fait de ne pas annuler les comptes de campagne de Jacques Chirac en 95, alors qu'il avait dépassé les comptes sur le fait qu'il avait été élu par le peuple français, même s'il avait enfreint les règles électorales. Donc je vois cette décision précisément. Mais globalement, le Conseil constitutionnel apprécie une décision et effectue un contrôle de proportionnalité entre le but à atteindre et l'atteinte aux libertés fondamentales. Effectivement, il y a des atteintes sur 2 points précis, la question de la liberté et la question de la rupture d'égalité entre la France des vaccinés et celle des non-vaccinés, mais il y a un intérêt général qui est supérieur à la nation, et c'est ce que va apprécier le Conseil constitutionnel, en raison de la comparaison avec les autres pays. On sait que plus on atteint une vaccination élevée, plus on protégera la population, et je pense que c'est en ce sens que le Conseil constitutionnel dit que l'intérêt général est supérieur aux libertés individuelles. Donc les recours déposés par 74 députés, quelque part pour faire pression, ça ne devrait pas avoir d'effet particulier ? Non, je pense pas, parce que le Conseil constitutionnel, on les appelle les sages pour une raison. Ils vont pas raisonner en raison de la pression de la rue ou différents types de pression. Ils vont raisonner vraiment strictement sur la question du droit. En fait, il effectuera un contrôle de proportionnalité. Effectivement, comme je l'ai dit, il y a des atteintes qui sont nettes, mais le plus important, c'est le fait de les concilier par rapport à l'intérêt général supérieur de la nation, et je pense que c'est ce qu'il va invoquer. Donc le fait de la question de la vaccination et de la protection de la population. Ouais, je parle sous votre contrôle, mais l'instance n'a jamais censuré pour l'instant les mesures du gouvernement qui ont été prises dans le cadre de la crise. C'est pour ça que le test va sûrement passer, mais il peut faire une censure partielle de certains points. Bertrand Guidé, le pass sanitaire, dans ce projet de loi sanitaire, il y a le pass sanitaire, son extension est prévue aussi pour les établissements de santé, sauf urgence. Il y a beaucoup de professionnels qui s'en inquiètent. On a entendu notamment l'Ordre national des médecins. Est-ce que vous aussi, vous avez des réserves là-dessus? Ah oui. Imaginez quelqu'un qui se présente à l'hôpital, il a mal au ventre, il a une péritonite, on veut dire vous rentrez pas, vous n'êtes pas opéré parce que vous n'avez pas le pass. Enfin, c'est impossible. Donc, sauf urgence. Oui, et la définition d'urgence. Donc évidemment, voilà. Je pense qu'il va falloir être raisonnable. De la même manière, quand vous avez un accompagnant, donc on va dire un visiteur, c'est pas la personne elle-même qui doit être soignée, mais vous êtes avec votre vieille mère, vous l'accompagnez, elle n'est pas bien, elle a besoin de vous, vous n'avez pas votre passe sanitaire, évidemment, vous rentrez avec... Ça veut dire qu'il y aura de la souplesse dans les faits. Il faut de la souplesse. Je veux dire, un hôpital, c'est un lieu où on prend en charge les malades et les accompagnants. De la même manière, une personne qui est en fin de vie, c'est inenvisageable de lui interdire l'entrée de l'hôpital à sa famille. Donc il va falloir un peu de souplesse. Il faut que chacun fasse un bout de chemin. Sur cette histoire de passe sanitaire, je veux dire, dans certains pays où la couverture vaccinale spontanément était très élevée, on parle de l'Islande, on parle d'Israël, on parle même de l'Angleterre,
la question ne se posait pas, parce que spontanément, il y avait une adhésion de la population à la vaccination. Et quand on regarde l'impact que les mesures annoncées par Macron a eu sur la prise de rendez-vous de vaccins, ça a été majeur, alors qu'il y avait un décrochage des vaccins en France par rapport aux autres pays européens. Un mot rapidement de l'efficacité de ce pass sanitaire. On en parle énormément avec le Conseil constitutionnel, mais sur le plan sanitaire, est-ce que c'est pas déjà un peu dépassé quand on voit la flambée de l'épidémie qui est en cours dans pas mal de régions? Est-ce que ça va être vraiment non, mais efficace? penser que le pass sanitaire va régler tous les problèmes, c'est une gageure. Il faut garder le masque, il faut garder les mesures de protection. On rappelle que ce nouveau variant est beaucoup plus contagieux parce que la charge virale est beaucoup plus importante. Et donc, il faut garder le masque dans des situations où il y a des contacts interhumains très rapprochés. Ce projet de loi sanitaire qui prévoit aussi la vaccination obligatoire, notamment pour les soignants à partir de mi-septembre, obligation que contestent certains professionnels de santé. Ils refusent qu'on leur impose la piqûre. Le syndicat Sud a lancé aujourd'hui une grève illimitée. Écoutez. On a lancé un appel à la grève illimitée pour dénoncer le fait qu'on nous impose, alors on n'est pas contre le vaccin, on est contre le fait qu'on nous impose une vaccination obligatoire sous peine de sanctions. Donc pour nous c'est totalement scandaleux parce que le président de la République et le gouvernement ont jeté le personnel soignant en pâture, le personnel hospitalier en pâture devant la représentation nationale suite à l'allocution présidentielle, un peu comme si on faisait vacciner de force les personnels hospitaliers, la crise sanitaire s'arrêterait du jour au lendemain. Avec le pass sanitaire, on va bloquer les agents à l'entrée de l'hôpital qui n'ont pas le pass sanitaire. Donc là aussi, en pleine 4e vague, on va laisser des agents à la maison, alors que dans certaines régions, on appelle les anciens, le personnel soignant retraités à reprendre du service. Est-ce que c'est le moment de sanctionner les agents et de les laisser à la maison, alors que c'est le moment où on a le plus besoin? Bertrand Guidé, vous leur répondez quoi? Ce qui vient d'être dit est inadmissible, c'est un chantage. Hein. Ce qui vient d'être dit, c'est un chantage. On a besoin de nous, donc on fait ce qu'on veut. Enfin, c'est pas possible. Ouais. Encore une fois, nous sommes en charge de malades qui nous font confiance. Il n'est pas possible d'aller transmettre la maladie à des malades qui nous font confiance. À l'hôpital, si vous vous retrouvez à l'hôpital, c'est que vous êtes malade, c'est que vous êtes fragile, c'est que vous êtes vulnérable. Voilà, le personnel doit se vacciner de manière à prévenir la transmission aux malades. Concrètement, on entend le discours, mais alors par contre, si on a quand même un personnel, une partie du personnel réfractaire qui refuse de se faire vacciner quoi qu'il arrive, ce que disent les syndicats, c'est que de toute manière, vu la situation sanitaire actuelle, vu la vague hospitalière en cours, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas se passer de ces soignants. Donc dans les faits, ce ne sera pas applicable. C'est du chantage et pour moi, c'est inadmissible. Mais c'est une réalité, ce ne sera pas applicable? Il y a 3 périodes. Il y a la période, on verra, du 9 août au 15 septembre, où là, test rapide, fait tous les 3 jours, négatif, vous rentrez à l'hôpital, etc. Après, à partir du 15 septembre, il faudra avoir eu une dose. Et à partir du 15 octobre, il faudra avoir effectivement un pass sanitaire valide. Donc ça laisse quand même 2 mois et demi pour... bon. Si au bout de 2 mois et demi, vous êtes complètement réfractaire, moi je pense que vous n'avez pas votre place à l'hôpital. Oui, mais est-ce que l'hôpital pourra se passer de ces réfractaires? Ce sera la question. Ça s'appelle un chantage. On trouvera des solutions, quoi qu'il se passe. Comment vous répondez à une famille qui vous dit « ma mère, ma sœur a été contaminée à l'hôpital ». Comment vous expliquez ça alors qu'il y a un vaccin et que l'on sait que le vaccin réduit considérablement le risque de transmission? Il ne réduit pas à 100%, mais il le réduit considérablement. William T, est-ce que l'obligation vaccinale, c'est un point qui pourrait être toqué par le Conseil constitutionnel? Il n'y a pas débat. Je ne pense pas dessus parce qu'il y a une question de proportionnalité. Le fait que les soignants soient en contact dans leur objectif de protéger les malades, je ne pense pas qu'il résonnera dessus. Si par cas on a mis une obligation vaccinale sur toute la population, ça aurait pu éventuellement être retoqué. Mais vu que c'est des cibles spécifiques, je ne pense pas que ce sera retoqué. Ces soignants qui refusent le vaccin et qui manifestent, comme on vient de l'entendre, c'est avant tout, selon vous, un geste politique, un ras-le-bol, une opposition au gouvernement, à Emmanuel Macron? Oui, je pense que c'est un geste politique. Moi, je suis plutôt d'accord avec votre avis. En fait, c'est la période qui est mal choisie parce qu'ils ont... S'il est tout à fait concevable de manifester pour des droits et d'exprimer des revendications, et la période fait que
a conduit Emmanuel Macron à faire le discours du 12 juillet, à inciter à mettre en place le pass sanitaire. Je pense que s'il aurait pu éviter le pass sanitaire, il l'aurait évité. Donc il ne le fait pas de gaieté de cœur. Donc vraisemblablement, les soignants font un acte politique qui est disproportionné, qui n'est pas responsable du égard à la situation sanitaire. Des soignants qui sont de nouveau mobilisés massivement dans le sud, puisque le plan blanc a été déclenché en Corse, désormais également en région Occitanie et en PACA. On vous retrouve Laura Cadeau à Marseille. L'Agence régionale de santé évoque une situation sanitaire qui s'est fortement dégradée. Le dispositif Plan Blanc est déployé à partir d'aujourd'hui dans la région PACA, puisqu'ici, le taux d'incidence, il a explosé en l'espace d'une semaine. Il a atteint 562 pour 100 000 contre 404 fin juillet. Il y a également une augmentation significative de 50% des cas de Covid-19 en réanimation, alors même qu'en parallèle, il y a 20% de personnel soignant en moins. Le Plan Blanc a donc été activé ici. Ça signifie concrètement que dans les hôpitaux publics comme privés, il va y avoir une réorganisation des services. Les opérations non urgentes pourront être déprogrammées. Le personnel parti en vacances pourra être rappelé et les heures supplémentaires pourront être déplafonnées. Tout ça pour garantir la continuité des soins. Selon l'ARS PACA, il y a actuellement en région PACA un taux d'occupation des lits en réanimation de 83%. Par exemple, à Marseille, 102 personnes sont hospitalisées, dont 32 en réanimation, avec des profils de plus en plus jeunes. Par exemple, ici, dans le service de réanimation de la Timone, 2 nouveaux patients ont fait leur entrée hier dans la journée. Une jeune femme de 27 ans enceinte et un homme de 32 ans. Tous les deux n'étaient pas vaccinés et le service donc est rempli à plus de la moitié avec 11 lits occupés sur 20. Ce dispositif blanc devrait donc permettre aux établissements de santé de pouvoir s'organiser pour proposer une centaine de lits supplémentaires d'ici la fin de la semaine prochaine. Laura Cadeau à Marseille pour BFM TV. Bertrand Guidé, cette 4e vague hospitalière, on est dedans, ça y est? Oui, ce que je voudrais dire en complément, parce que j'avais l'air d'être critique vis-à-vis de Sud et de la CGT, sur certaines positions, ils ont tout à fait raison, de la défense de l'hôpital public, du fait qu'il faut faire des recrutements, qu'il faut aider l'hôpital et que le plan blanc est quand même particulièrement malvenu. Vous allez supprimer des vacances à du personnel qui a travaillé d'arrache-pied pendant 1 an. Les directeurs semblent dire on va essayer d'éviter de rappeler... Évidemment, mais là, en l'occurrence, là, je suis complètement d'accord avec les syndicats. Il faut préserver les personnes, mais même le problème des heures supplémentaires, etc. Donc, effectivement, on voit bien que l'hôpital va avoir du mal à répondre à la demande, ce qui valide quelque part les mesures prises pour essayer de réduire cette 4e vague. Donc on espère que ce sera efficace, on espère que la 4e vague sera moins violente que les vagues précédentes, mais là, l'hôpital n'en peut plus quand même. Et pendant ce temps-là, la Corse, justement, qui elle aussi a déclenché le plan blanc, elle connaît une forte reprise de l'épidémie et elle durcit aussi ses mesures sanitaires. Un tour de vis annoncé aujourd'hui par le préfet de Haute-Corse. Écoutez. La première de ces mesures, c'est les hôtels, cafés, restaurants, mais également dans les campings. L'ensemble des activités se terminera à 1h du matin. Deuxième série de mesures, j'allais dire même, c'est la limitation, bien sûr, des rassemblements et des brassages de population, notamment parce qu'on veut limiter l'intergénérationnel. Interdiction également des rassemblements organisés ou spontanés de plus de 10 personnes sur les plages ou dans les parcs après 21h. On étend l'obligation du port de masque dans certains espaces extérieurs. Alors à l'inverse de la Corse, plusieurs départements connaissent eux au contraire une baisse de l'épidémie et oui, ce qui laisse penser peut-être que le pic de cette nouvelle vague a été atteint dans certains territoires, mais tout ça est bien sûr à prendre avec précaution. Le détail avec Anthony Leboss. L'épidémie progresse, mais plus lentement. Entre hier et aujourd'hui, le taux d'incidence a très légèrement diminué. Il se stabilise autour de 225 cas pour 100 000 habitants en France. Dans une vingtaine de départements, ce chiffre baisse très significativement. 534 cas pour 100 000 habitants dans les Pyrénées-Orientales par exemple. C'était 625 il y a une semaine à peine. Une baisse des contaminations localisées, due notamment aux mesures de restriction qui ont été prises dans certains départements. Port du masque obligatoire en extérieur ou encore la fermeture des restaurants à 23h. Néanmoins, il faut bien savoir qu'il y a toujours un décalage de 15 jours entre l'évolution des cas de contamination et l'évolution des cas hospitaliers. Mais on voit bien que la vaccination constitue un véritable barrage, une digue entre ces contaminations et ces formes graves qui finalement n'évoluent pas de façon exponentielle. Chez les jeunes adultes,
Les contaminations diminuent dans plusieurs départements, à Paris ou dans les Pyrénées-Atlantiques. En Charente-Maritime, le taux d'incidence chez les personnes âgées de 20 à 29 ans est passé de 1466 à 872 pour 100 000 habitants en l'espace de 7 jours. Des signaux encourageants, d'autant que le nombre de nouveaux cas se stabilise autour de 22 000 par jour en France. Bertrand Guidé, on essaie de comprendre un petit peu ces chiffres et on se pose cette question. Est-ce qu'on est en train d'approcher dans certains départements un début d'immunité collective entre les vaccinés et les gens qui ont été infectés? Alors oui, oui, il y a ce facteur-là. Oui, il y a quand même un message que le virus recircule et qu'il faut à nouveau faire attention, donc le port de masque. Donc c'est une conjonction de plusieurs facteurs qui font que, effectivement, dans certains départements, ça se stabilise, voire ça commence à baisser. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement favorable. L'autre élément, c'est qu'il y a une certaine dissociation entre le nombre de nouvelles contaminations et l'impact sur l'hôpital, qui est quand même bien moindre que lors des périodes précédentes. Alors sur l'hôpital, justement, là, il n'y a pas de décrue. Plus de 8000 patients ce soir, près de 1400 en réanimation. Le nombre de patients Covid a plus que triplé en une semaine. Donc là, on se parle vraiment des contaminations où il y a une décrue, mais les hospitalisations, il y a toujours ce décalage. Exactement. Exactement. Bon, ça, on l'a observé lors des vagues précédentes. Il y a en gros un décalage de 15 jours pour l'hospitalisation traditionnelle et de plutôt 3 semaines pour les cas de réanimation. Donc effectivement, on aura, et c'est ce qui est dans les projections de l'Institut Pasteur, on aura un impact sur les hospitalisations et sur les admissions en réanimation dans les semaines qui viennent. Et ça va continuer. Mais est-ce que ça veut dire que cette 4e vague va être pire ou moindre que les précédentes ? Encore une fois, dans les modèles, on rentre des paramètres. Et parmi les paramètres, c'est la vaccination, avec un impact un peu décalé, mais bien sûr la vaccination. Et puis le maintien des mesures barrières, voire des mesures spécifiques comme ce qui était expliqué en Corse, de réduction des opportunités de contamination interhumaine. Et donc c'est ces différents éléments qui concourent à réduire le taux d'incidence et par voie de conséquence à réduire, après un décalage de 2-3 semaines, les hospitalisations. Merci beaucoup Bertrand Guidé. William T, on vous garde avec nous en plateau pour la suite. L'actualité ce soir, on a un œil sur la situation en Grèce qui s'embrase, pas moins de 40 incendies à travers le pays, des flammes qui sont désormais aux portes d'Athènes. Clément Gauvin. Des villes fantômes recouvertes de cendres. Ici, certains ont tout perdu. Je me sens amer, qui ne se sentirait pas comme ça? Vous ne pouvez pas comprendre ce sentiment si ça ne vous est jamais arrivé. Au nord d'Athènes, 300 personnes ont dû être évacuées. L'incendie qui s'est déclaré dans la banlieue a été dévastateur. Le pire des 81 feux de forêt qui ont éclaté en Grèce en 2 jours. En cause, les températures caniculaires pouvant atteindre les 43 degrés, du jamais vu depuis 30 ans. Ici, il ne reste que des débris. Ce que vous voyez est arrivé en une demi-heure. Les dégâts sont énormes. Au milieu des voitures carbonisées et des maisons en miettes, l'une d'entre elles est intacte. Une miraculée, comme épargnée par les flammes. La maison de mes voisins d'à côté a brûlé. La maison là-bas a brûlé. La maison derrière la mienne a brûlé. Je ne sais pas comment Dieu m'a aidé, mais la mienne n'a pas brûlé. 500 pompiers avec 5 hélicoptères et une dizaine de bombardiers d'eau étaient toujours à pied d'œuvre aujourd'hui. Si la situation s'est améliorée, le risque d'incendie reste très élevé. Des défis nous attendent. Nous avons encore quelques jours de canicule et ensuite les vents vont venir. C'est pourquoi nous demandons à chacun de rester vigilant. Une quarantaine de feux de forêt restent encore actifs ce mercredi. La France, Chypre et les Pays-Bas vont envoyer des renforts aériens et terrestres pour assister les pompiers sur place. À 20h53 sur BFM TV, restez bien avec nous. 3 régions ont activé le plan blanc pour leurs hôpitaux après la Corse et Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est la région Occitanie qui va à son tour dégager des moyens supplémentaires pour faire face à la 4e vague. On en reparle dans un instant.
Repartir, redécouvrir, revivre. Renault. Luc de Christie. Découvrez son nouveau single My Heart and My Soul. Luc de Christie. Son nouveau single My Heart and My Soul. Disponible sur toutes les plateformes. Si nous avons passé des années en recherche et développement à inventer la matière nano, composée de millions d'alvéoles aux arêtes souples, pour permettre 21 minutes de sommeil en plus par nuit, si nous avons fait tout ça, c'est pour Clara. Qu'elle profite pleinement de sa journée, Clara. Bultex, scientifiquement testé et approuvé. Les conseillers Safety voient l'immobilier en plus grand. Ont une meilleure écoute et toujours plus de bons conseils. Safety, ça le fait. Aujourd'hui, je vis en Haute-Savoie. Où t'as appris qu'on mange du reblochon même l'été. Sacrée découverte. Mon reblochon, je l'aime en toute saison. Découvrez mes idées gourmandes sur reblochon.fr. Nous, on ferait n'importe quoi pour rester à la maison. Avec Alliance Piscine, partez en vacances toute l'année sans bouger de chez vous. Et pour 1 € de plus, votre piscine avec chauffage connecté. Ça va mieux tes chambres lourdes? Jouvence de la Baie-Souris, regarde. Jouvence de la Baie-Souris, je l'ai aussi. Médicament à base de plantes, traditionnellement utilisé en vue de diminuer les sensations de jambes lourdes. Jouvence de la Baie-Souris, et la vie vous sourit. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Je vais changer ta perfusion. Alors ici, on est exactement dans vos critères. Si vous allez avoir un très bel espace, très ajouré, du chêne, hein, terrasse de 2 mètres carrés. Et le gros plus de cette maison, c'est qu'il y a vue sur ma mère. ArthurImmo.com, agent immobilier et expert immobilier depuis toujours. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente final sans vous déplacer. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Je recommande pour une vente simple et sans souci. Rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Chaque génération a ses nouveaux conducteurs. Chez Ornicar, nous vous assurons dès le premier jour. Et celui d'après. Nous sommes à votre écoute les jours où tout va bien. Mais aussi les jours où ça pourrait aller mieux. C'est parce que nous vous connaissons depuis vos débuts qu'Ornicar lance une assurance auto, simple et transparente, à partir de seulement 12 € par mois. Ornicar, la conduite en toute sérénité. RMC Story, la chaîne qui enquête. L'audience criminelle est ouverte. Enquête de justice. Aucun crime n'est une cause perdue. Jamais. On ne peut disculper personne. Enquête de société. Je vous emmène dans les coulisses de l'industrie des loisirs. Enquête de vérité. Elle exprime ses souffrances, donc on prend cette souffrance et on essaie de comprendre le pourquoi du comment. RMC Story, ensemble, soyons curieux. Repartir, redécouvrir, revivre. Renault. RMC Découverte, la chaîne qui explore. Explore le monde. Je vais aller faire un petit tour pour me faire des amis. C'est ça que j'adore de mon métier. Explore la mécanique. Faire un van pour une petite famille, c'est super. Je sais que tu kiffes. Explore
la démesure. On sent la magie du site. RMC Découverte. Ensemble, soyons curieux. Regardez votre chronique avec l'identité numérique La Poste. La clé qui sécurise et simplifie vos démarches en ligne. Il est presque 20h sur BFM TV, presque 21h même. Ravi de vous avoir avec nous à la une de l'actualité ce soir. Quasiment tous les hôpitaux du sud de la France qui sont désormais en alerte. L'Occitanie déclenche à son tour le plan blanc, comme en Corse et comme en PACA. De Toulouse à Nice, en passant par Marseille et Montpellier, on se prépare à un boom des hospitalisations. L'heure de vérité pour le Conseil, pour le pass sanitaire, c'est demain que le Conseil constitutionnel doit trancher. Des mesures vont-elles être retoquées, censurées? Va-t-on vers un camouflet pour le gouvernement ou au contraire une validation de la loi? On va tenter d'y voir plus clair. En attendant, Emmanuel Macron, lui, poursuit sa riposte face aux anti-pass sanitaires. Je ne céderai pas, dit le chef de l'État qui fait preuve de fermeté. Il affirme que ce ne sont que quelques dizaines de milliers de citoyens dont l'attitude, dit-il, est une menace pour la démocratie. Et puis au JO de Tokyo, la 25e médaille française en voile. Kevin Mayer, lui, souffre en décathlon et les sports collectifs, basket et hand qui brillent. On fera le bilan du jour d'ici une petite demi-heure. La liste s'allonge donc après la Corse et après PACA. C'est au tour de la région Occitanie d'activer à son tour le plan blanc pour ses hôpitaux, les hôpitaux notamment de Toulouse, de Montpellier ou encore de Perpignan. C'est là que vous vous trouvez, Adélaïde Mangin. En Occitanie aussi, donc, les hôpitaux sont de plus en plus surchargés. Oui, et quelques chiffres pour que vous compreniez bien la situation. Ici en Occitanie, il y a 548 lits ouverts dans les services de réanimation et actuellement, le taux d'occupation est de 85% dans les services de réanimation. Donc il y a une tension forte qui pèse effectivement sur les hôpitaux. Alors le plan blanc, il vise à augmenter justement le nombre de lits dans les services de réanimation et puis il vise aussi à déprogrammer certaines opérations, celles qui sont les moins prioritaires pour faire face justement à l'afflux massif de patients. Alors le plan blanc va permettre de mobiliser plus de personnel soignant dans une période tendue, la période estivale, et puis il va permettre aussi de s'appuyer sur la solidarité interhôpitaux entre les établissements publics et les établissements privés notamment. L'Agence régionale de santé d'Occitanie a déclenché ce plan blanc au vu des indicateurs qui ne cessent de se dégrader dans la région. La circulation virale est toujours importante, notamment dans 2 départements particulièrement. L'Hérault d'une part où le taux d'incidence dépasse les 600 cas pour 100 000 habitants. Et puis les Pyrénées-Orientales où je me trouve, où là le taux d'incidence est de 533 cas pour 100 000 habitants, selon les derniers chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé. Adélaïde Mangin avec Hugo Dorsemène. Bonsoir Jean de la Monica, vous êtes professeur de médecine au CHU de Nice. La région PACA, elle aussi concernée par le déclenchement de ce plan blanc en raison d'une forte dégradation de la situation sanitaire. Ce sont les mots employés par l'Agence régionale de santé. Vous la constatez, vous, clairement, cette dégradation ? Clairement, on la constate depuis déjà quelques jours avec une augmentation des hospitalisations en hospitalisation complète dans les services de soins intensifs et dans les services de réanimation avec des patients qui sont très graves. On connaît ça depuis 1 an et demi, la population le connaît depuis 1 an et demi, mais c'est toujours la même chose. Mais avec des patients qui sont beaucoup plus jeunes, 50-60 ans, et tous sont non vaccinés. Donc ça nous fait de la peine, forcément. Expliquez-nous concrètement ce que ça va permettre, ce que ça signifie ce plan blanc pour vous à l'hôpital, en quoi ça réorganise les équipes. Alors, le plan blanc, c'est surtout de donner des possibilités à l'hôpital de s'organiser différemment, c'est-à-dire de permettre des déprogrammations et c'est de permettre éventuellement de rappeler des personnels qui sont en vacances ou qui sont en repos, d'augmenter les heures supplémentaires. Alors nous, à Nice, le plan blanc, il ne s'est jamais arrêté. Donc finalement, on repart alors que dans le CHU, on ne l'avait pas désactivé. Ça permet de ressolliciter à nouveau encore plus des équipes qui sont déjà fatiguées par 1 an et demi de cette pandémie qu'on a tous vécu sans arrêt, sans pouvoir se calmer. Donc
Ça donne des possibilités, ça montre surtout, et c'est vraiment important, à la population que c'est pas des blagues, il y a vraiment des patients, ils sont malades et il faut les traiter. Et pour les traiter, il faut des soignants, et mobiliser des soignants, ça nécessite de mettre en place ce qui a été décidé. C'est pas des blagues, c'est une prise de conscience aussi, ce plan blanc auprès de la population. C'est ce qu'on entend par vos propos. Vous disiez il y a un instant, ça me fait de la peine en fait de voir des patients qui sont non vaccinés, qui entrent. Vous avez l'impression que c'est du gâchis, que ça aurait pu être évité, cette nouvelle vague hospitalière, si on peut déjà parler de vague hospitalière? Alors, d'une manière générale, toutes les maladies qu'on peut éviter, la prévention, que ce soit par de la vaccination, par de l'hygiène, et quelles que soient les maladies, c'est toujours dommage d'avoir à faire du curatif plutôt que du préventif. La bonne médecine, c'est celle qui évite aux patients d'être malades. Donc, évidemment, ça nous fait de la peine. Ça nous fait de la peine parce que c'est des gens qui étaient souvent dans la cible des vaccinations, hein, qui ont tardé, qui n'ont pas bien compris, qui n'ont pas compris l'urgence de la situation et que c'était mieux de le faire quand tout allait bien. Donc évidemment, oui, ça me fait de la peine. Parfois, je suis aussi un peu en colère parce que c'est vraiment du temps perdu et ça va être des vies gâchées et puis des gens qui vont, vous en avez parlé, hein, des Covid longs, c'est pas uniquement la pathologie en réanimation, c'est la pathologie après. Et on analyse et on revoit les patients après 3 mois, 6 mois de réanimation et ils ont des pathologies qui vont laisser des séquelles. Donc c'est sûr que si on avait pu éviter tout ça, ça aurait été bien pour la population et également pour la société, parce que c'est des gens qui vont avoir une vie difficile après. Donc. Par rapport à ce que vous constatez, vous, à l'hôpital, est-ce qu'on peut dire qu'en plus d'être plus contagieux, le variant Delta est aussi plus dangereux, provoque plus de formes graves de la maladie et donc plus d'hospitalisation ? Je pense que je ne peux pas répondre à cette question-là, puisque plus ça nécessiterait d'avoir le dénominateur, et le dénominateur, je ne l'ai pas. On sait qu'il y a énormément de contamination, peut-être qu'on n'en a jamais eu autant, et finalement, on a des patients en réanimation à un niveau qui est relativement plus faible, parce que heureusement, il y en a qui sont vaccinés, il y en a qui ont déjà eu le Covid et qui ont déjà des anticorps, et donc c'est très difficile de répondre à cette question. Ce que l'on voit, c'est que la faible frange de patients qui vont faire un Covid grave font des Covid extrêmement graves. Et surtout, ils ont 15 ou 20 ans de moins que ceux qu'on avait sur les premières vagues. Donc oui, à 40 ans, je trouve que c'est terrible de se retrouver en réanimation quand on aurait pu l'éviter. Merci beaucoup Jean de la Monica pour votre témoignage ce soir en direct sur BFM TV et bon courage à vous. La même situation également en Corse où là en plus du plan blanc, en plus de cette réorganisation des hôpitaux, les mesures sanitaires vont aussi être renforcées. On voit ça en détail avec vous, Jérémy Père, depuis Bastia, durcissement des restrictions pour les habitants et du coup aussi pour les touristes. Dans toute la Corse, mais particulièrement ici en Haute-Corse, c'est ce qu'a annoncé le préfet de la Haute-Corse ce matin dans une conférence de presse. 2 grands axes pour ces mesures de restrictions supplémentaires. Empêcher le brassage entre les personnes jeunes et les personnes plus âgées, parce que cette 4e vague touche essentiellement les jeunes personnes ici en Corse. Et puis ensuite, inciter les résidents et les vacanciers à faire des activités qui nécessitent le pass sanitaire. Très concrètement, à partir de demain, il sera impossible d'organiser des fêtes de village, des kermesses. Il sera aussi interdit de se réunir à plus de 10 sur la voie publique après 21h. Interdiction aussi pour les bars, restaurants et les campings de faire des animations qui dépasseraient les 1h du matin. Et enfin, le port du masque obligatoire s'étend à de nombreuses villes en Haute-Corse, en Corse du Sud, généralement sur des portions ou des zones très précises de ces communes, là où il y a le plus de passages. Pourquoi ? Eh bien parce que la situation sanitaire est particulièrement compliquée, se dégrade en ce moment en Corse et particulièrement en Haute-Corse. Je vous propose d'écouter le préfet de la Haute-Corse justement, qui fait un point notamment sur les chiffres du taux d'incidence en ce moment ici dans ce département. Le taux d'incidence dans le département continue d'évoluer.
On est passé il y a 3 semaines de 357 à 724 et cette semaine 836, avec un taux de positivité qui a augmenté aussi pour atteindre aujourd'hui 7,1. Ça, c'est 4 fois à peu près le taux d'incidence nationale. Le virus, circule très activement chez les jeunes, très majoritairement chez les jeunes, avec un taux d'incidence chez les 15-19 ans qui est de 1887 pour 100 000. Seule satisfaction pour le préfet de Haute-Corse, c'est le fait que les vacanciers et les voyageurs sont très faiblement touchés par le Covid en ce moment, signe que les mesures qui ont été mises en place pour l'arrivée en Corse, en amont notamment la mise en place et l'obligation surtout de présenter un pass sanitaire fonctionnent, a-t-il dit. Et puis enfin un dernier mot sur ces mesures mises en place à partir de demain, elles sont évolutives parce que la situation bouge de jour en jour, a précisé le préfet ici en Haute-Corse. Bonsoir Roger Rua. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous sur BFM TV. Vous êtes médecin généraliste à Rueil-Malmaison. Vous venez d'entendre donc ce qui se passe en Corse. Est-ce que, à vos yeux, c'est suffisant ces mesures vu l'explosion des contaminations là-bas sur l'île de Beauté? Est-ce qu'on n'est pas dans des petites mesurettes prises au coup par coup de façon un peu graduelle et un peu à retardement? On a toujours cette impression depuis un peu le début de cette pandémie d'avoir toujours un temps de retard sur le virus. Maintenant, la décision de fermer complètement l'île, par exemple, aux touristes, serait quand même une mesure tout à fait douloureuse pour la Corse et pour les vacanciers. Donc je comprends que le préfet puisse, disons, prendre des précautions graduelles pour éviter d'en arriver à cette extrémité-là, parce que ça serait quand même catastrophique pour beaucoup de choses. Maintenant, on voit tout simplement le fait que le retard de la vaccination, en tout cas la vaccination un petit peu trop lente du début, on est en train de le payer aujourd'hui avec cette vague qui n'est pas assez contenue par la vaccination. Maintenant, dans quelques semaines, cela va s'inverser, on l'espère tous. Il y a un chiffre qui nous alerte dans ce qu'a dit le préfet, c'est le taux d'incidence chez les jeunes. 1887 cas sur 100 000 habitants, taux d'incidence chez les 15-19 ans, 1709 chez les 20-39 ans. Je me mets dans une situation fictive où je serai jeune, j'aurai 17 ans, j'ai mes parents, j'ai mes grands-parents, j'ai toute ma famille qui est vaccinée. Pourquoi? Pour quel motif j'irai me faire vacciner? D'abord, tout simplement pour ne pas l'attraper, cette maladie, parce que, on l'a dit, on le répète, dans 85% des cas environ, il y a peu de symptômes, voire pas du tout, mais dans 15%, il y en a, même chez les jeunes, même si les formes graves sont moins fréquentes chez les jeunes, il y en a, et le confrère de Nice le disait tout à l'heure, donc il faut éviter la maladie, et personnellement, c'est déjà un geste à faire pour soi-même. Maintenant, on sait aussi que c'est un geste solidaire pour les autres. Donc, et quand on est jeune, on est peut-être plus enclin à avoir de la solidarité, en tout cas je l'espère. Donc aujourd'hui, les jeunes devraient se vacciner plus, mais il faut aussi noter quand même, et c'est quelque chose de plus positif, que cette contamination plus importante chez les jeunes va entraîner une auto-vaccination, c'est-à-dire la production d'anticorps chez les 85% qui ne font pas la maladie ou qui la font très peu, et qui vont les protéger et protéger les autres. Donc, et peut-être nous permettre de rattraper notre retard avec une immunité collective qui va s'ajouter à celle du vaccin. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans toutes ces régions, ces départements où c'est en train d'exploser, réinstaurer le port du masque obligatoire un peu partout, dans le sens où le masque, eh bien, ça nous rappelle, on l'a sur le visage, qu'il y a le virus qui circule et qu'il faut aussi appliquer les gestes barrières? Alors oui, vous avez raison de dire cela, c'est-à-dire que si on devait à nouveau remettre l'obligation de porter le masque à l'extérieur, ça serait vraiment une mesure de type symbolique pour permettre aux gens de se rendre compte qu'il faut continuer à faire attention, éventuellement qu'il faut se faire vacciner, mais on sait bien que scientifiquement, le port du masque à l'extérieur n'apporte rien. C'est plus symbolique, mais en cette période difficile, parfois, les symboles ont une importance.
Roger Rua, vous restez avec nous. Une note d'espoir quand même qu'on voulait vous partager avec vous ce soir. La situation sanitaire semble s'améliorer à certains endroits. C'est en tout cas le cas si on prend le critère du taux d'incidence, Lisa Adef. Le taux d'incidence, c'est l'une des données clés qui est utilisée par le gouvernement pour juger de la gravité de la situation sanitaire. Regardez d'abord au niveau national. Le taux d'incidence se stabilise autour de 225 cas pour 100 000 habitants. Il a même légèrement diminué depuis hier soir et est en baisse constante dans une vingtaine de départements, notamment dans les Pyrénées-Orientales, la Gironde, les Landes, la Charente-Maritime ou encore Paris. Voyons maintenant au niveau départemental. Prenons les Pyrénées-Orientales par exemple. Le taux d'incidence est de 534 cas pour 100 000 habitants. Il y a une semaine, il était de 625. C'est l'une des baisses les plus significatives. Autre exemple, et pas des moindres, dans les Landes, c'est là où le virus Delta circulait très activement au début de l'été. En une semaine, le taux d'incidence est passé de 307 cas pour 100 000 habitants à 284. Et qu'en est-il en ce qui concerne l'âge des cas positifs? Est-ce qu'il y a autant de jeunes touchés qu'on a pu le voir il y a un instant en Haute-Corse? Alors il y en a moins, et ça dans certains départements. Par exemple en Charente-Maritime, sur la semaine du 18 juillet au 24 juillet, le taux d'incidence chez les 20-29 ans était de 1466 cas pour 100 000 habitants. La semaine suivante, on divise ces chiffres quasiment par deux, 872 cas pour 100 000 habitants. D'autres baisses sont visibles, notamment à Paris. Comment expliquer cette décrue, cette baisse? Est-ce que ça peut être lié aux restrictions sanitaires qui ont été mises en place? On est tenté effectivement de faire un lien entre les baisses, les chiffres positifs et les restrictions qui ont été appliquées pour la simple et bonne raison que dans ces départements que je viens de vous citer, il y a eu plusieurs restrictions. D'abord, l'obligation de porter le masque en extérieur, aussi des jauges pour les grands rassemblements ou encore la fermeture des bars et restaurants à 23 h, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Néanmoins, ce n'est pas une baisse miraculeuse parce qu'il faut le rappeler que même si la situation s'améliore, le taux d'incidence reste bien supérieur au seuil d'alerte fixé par les autorités qui, on le rappelle, est de 50 cas pour 100 000 habitants. Roger Rua, c'est quoi votre regard à vous sur tous ces chiffres que vient de nous donner Lisa? Est-ce que ça veut dire que dans certains départements, ça y est, on a franchi le pic de cette nouvelle vague? Ça va être difficile de répondre tout à fait précisément à cette question, mais ce qu'on voit quand même avec cette décrue, c'est que la durée, en tout cas de la vague, est moindre que celle qu'on avait subie les fois précédentes. Et je crois qu'on peut quand même, hormis les gestes barrières qui sont les mêmes et qui n'ont pas changé, bon, ils sont peut-être un peu moins drastiques aujourd'hui, mais la seule chose qui nous différencie des vagues précédentes, c'est quand même la vaccination. Donc ça donne encore plus d'importance à la poursuite et à l'amplification de la vaccination. Merci beaucoup Roger Rua. Et pour juguler l'épidémie, le gouvernement mise sur l'extension du pass sanitaire. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer demain. Cette charge d'Emmanuel Macron contre les anti-vax, contre les manifestants les plus extrêmes. C'est Paris Match qui dévoile ces propos d'Emmanuel Macron qu'il a tenus lors de son séjour en Polynésie il y a quelques jours. Des mots très durs. Voilà ce qu'il dit, le président: je ne céderai rien à leur violence radicale. Je considère qu'il y va de l'existence même des démocraties. Leur attitude est une menace pour la démocratie. Je les invite à regarder les mêmes manifestations dans des pays qui ne sont plus des États de droit. Je pense qu'il crée un désordre permanent. William T, vous êtes toujours avec nous. Il a raison, Emmanuel Macron, de dire que la démocratie est menacée par ces personnes qui évoquent une dictature sanitaire en France. Sur le fond, il a raison. Quand on compare l'état de droit en France par rapport à d'autres pays comme la Chine ou la Russie, on sait que la France reste un état de droit dans la mesure où tout le dispositif du pass sanitaire est d'abord passé sur un accord paritaire mixte entre l'Assemblée nationale, tenu principalement par LREM, et le Sénat, tenu par les Républicains, qu'il a eu un avis du Conseil d'État au préalable et qu'il y aura demain un avis du Conseil constitutionnel. Donc toutes les étapes de la démocratie de l'état de droit ont été respectées. Ce message de fermeté du chef de l'État, faut le traduire comment entre les lignes? Ça veut dire je ne veux pas d'un scénario mode gilet jaune, c'est-à-dire je verrouille, je suis ferme face à ce mouvement, et le chef de l'État fait rempart. En fait, son objectif, dans un premier temps, c'est le sens même du pass sanitaire. C'est d'atteindre un objectif de 50 millions de primo-vaccinés à fin août. Donc il est obligé de montrer auprès de la population qu'il va être ferme et que le pass sanitaire ne sera pas retiré. Parce que si par qu'il y avait une ambiguïté sur le fait que le pass sanitaire serait retiré, il y aurait beaucoup moins de personnes qui seraient incitées à aller se faire vacciner. Donc dans un premier temps, il est obligé de tenir ce type de discours jusqu'à au moins la fin août, dans la mesure où les manifestations ne varieront pas. Nous, on pense qu'il y aura à peu près le même nombre de personnes, en tout cas jusqu'à fin août. En tout cas, à partir de septembre, début septembre, là, il
devra changer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Si la situation sanitaire s'empire, il devra prendre des mesures complémentaires comme l'obligation vaccinale des personnes à risque. Donc il y a environ 4,9 millions de personnes à vacciner. Si par cas la situation sanitaire devient plus calme, comme ce qu'on a pu voir au Royaume-Uni, malgré le fait qu'il y a une différence de vaccinale d'environ 10 points, dans ce cas-là, il pourra retirer une partie des mesures. On en a ciblé 3. Il y a la question du pass sanitaire implicite avec le protocole sanitaire dans les écoles, notamment des 12-17 qui est cristallisant pour une partie de la population. La deuxième mesure éventuelle, c'est le fait dans les vies quotidiennes, parce que si par cas, il est tout à fait normal de présenter quand vous allez au cinéma, en même temps que votre billet, un pass sanitaire, éventuellement il peut le retirer pour une terrasse. Et après, le troisième point qu'on voit éventuellement pour calmer les manifestations dans le même sens que ce qui s'est passé en décembre 2018, c'est la question du test payant, de le rendre de nouveau gratuit pour... qui sera payant en octobre. Qui sera payant en octobre. Donc en fait, un test de confort. Voilà, dans ce cas-là, les manifestants, parce que je pense que les manifestants se reposent sur 2 leviers principaux, la liberté et l'égalité. Mais si par cas c'était uniquement la liberté, il y aurait eu beaucoup plus de manifestations lors des confinements et des couvre-feux. Alors que là, ce qu'on voit, ce qui a joué sur la question des manifestations, c'est la question du rupture d'égalité qui est sentie et qui est cause de grandes mobilisations. On le sait depuis Tocqueville, depuis la Révolution française. Et je pense que c'est sur ce levier-là principal qui peut jouer pour dire, regardez, même avec le pass sanitaire, on protège les Français et malgré tout, il n'y aura pas de rupture dans la France. Et on verra d'ailleurs si la décision demain du Conseil constitutionnel, elle peut calmer les manifestants ou au contraire accentuer encore davantage le mouvement. On y reviendra dans un instant à 21h30. On va se plonger un peu sur les différents scénarios possibles demain à l'issue de cette décision que doit rendre le Conseil constitutionnel sur ce pass sanitaire. Justement, on en vient à Akhenaton, le rappeur qui avait pris clairement position il y a quelques temps contre le pass sanitaire, qui était opposé aussi au vaccin obligatoire. Eh bien, on a appris qu'il était hospitalisé, testé positif au Covid. Le fondateur du groupe IAM a souffert d'une détresse respiratoire. Ça va mieux, mais on voit ça avec Édouard Bonamour du service culture qui nous apporte quelques précisions sur son état de santé. Écoutez, d'abord pour rassurer les fans, selon nos informations, Akhenaton serait sorti de l'hôpital cet après-midi. Ça veut dire que son état ne s'est pas aggravé. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il a donc été hospitalisé, pris en charge dimanche par les urgences vitales de l'hôpital de la Timone à Marseille pour détresse respiratoire. Il a été admis brièvement en service de réanimation et très rapidement placé dans l'unité de médecine aiguë polyvalente. C'est une unité, un service qui accueille des patients après les urgences. Toujours selon nos sources, le chanteur de 52 ans était bien touché par le Covid puisqu'il a été testé positif lors de son hospitalisation. La manageuse du groupe a confirmé cette information, mais elle n'a pas voulu donner plus de commentaires pour le moment. Alors, dès le 21 juillet, en fait, on savait que le groupe marseillais avait dû annuler certaines dates parce que l'un d'entre eux était cas contact. On ne savait pas de quel membre il s'agissait. Ça a été une douche froide pour IAM puisqu'ils ont dû annuler plusieurs dates de leur concert. Évidemment, ils étaient à l'isolement, en fait, le temps de tester tout le monde. Alors, cette hospitalisation, elle fait beaucoup réagir parce que effectivement, il avait publié une vidéo, c'était mi-juillet, et il disait qu'il était contre le pass sanitaire et contre, non pas la vaccination, mais la vaccination obligatoire. Exactement, une vidéo qui a donc été diffusée le 17 juillet sur son compte Twitter et Instagram, qui a déjà 500 000 vues sur Twitter, qui a beaucoup fait parler d'elle. Je vous propose d'écouter un extrait. Avec le groupe IAM, nous sommes contre le passeport sanitaire, contre la vaccination obligatoire à l'usure ou non, dans le cas des soignants et d'autres métiers. Et il en va de nos libertés, et il en va surtout de l'avenir de nos enfants. Que les gens qui ont un tant soit peu de conscience dans le corps médical prennent enfin la parole, que les journalistes qui vont dans un sens unique depuis 1 an et demi maintenant, qui ont une autre vue, l'expriment aussi. Ces lois sont extrêmement dangereuses pour l'avenir de tout le monde. Voilà, une vidéo très engagée, comme d'habitude finalement avec le groupe IAM. Alors il faut bien préciser, il n'est pas contre la vaccination, il dit qu'il est contre la vaccination obligatoire pour tout le monde. Et finalement, je vous le disais, c'est vrai que c'est pas surprenant venant d'Akhenaton, qui a toujours été un artiste très engagé depuis 30 ans. Et le premier album d'IAM, eh bien, il s'est souvent engagé dans des débats de société où il dénonce les inégalités, le racisme. Finalement, ils disent souvent, le groupe IAM, que c'est leur boulot d'artiste de poser des questions sur des sujets qui fâchent, qui créent la discussion. Akhenaton, il a toujours dit que c'était un citoyen en alerte, il voulait le dire dans son art et dans les interviews. Il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Il a d'ailleurs publié un livre au mois de mars qui s'appelle La fin de leur monde, qui était un cri d'alarme sur la société, sur l'environnement. Et fin juin, ils ont créé un album, ils ont fait un EP, un petit album qui s'appelle Première vague, où il rappelait que la culture était essentielle. C'était un EP qu'il voulait évidemment défendre sur scène. Pour l'instant, ce ne sera pas possible. Il va falloir que sa santé s'améliore évidemment.
Il est 21h23 sur BFM TV, l'heure de faire le point sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Tokyo aux Jeux Olympiques avec notamment la 25e médaille française. Le résumé avec Samia Hani. La délégation française olympique se part d'une nouvelle médaille, la 25e, grâce à la voile et à Camille Lecointre et à Loïse Retornaz, qui remportent le bronze en 4,70. Un improbable imbroglio aurait pu leur donner une médaille d'argent après une manœuvre douteuse des Polonaises et des Britanniques. La France porte réclamation, mais les juges ne donnent pas suite. Le duo tricolore conserve sa médaille de bronze. C'est une médaille olympique et c'était notre objectif d'avoir une médaille olympique, donc voilà, on est quand même super heureuse. Forcément, il y a toujours des petites frustrations dans une épreuve et voilà, on en a une, mais le résultat est positif. Les sports collectifs français continuent de briller à Tokyo. L'équipe de France féminine de handball accède aux demi-finales après un superbe match remporté 32-22 face aux Pays-Bas en quart de finale. Les handballeuses françaises retrouveront la Suède vendredi en demi. Leurs homologues du basket ont suivi le même chemin puisque les basketteuses françaises se sont qualifiées pour les demi-finales en dominant l'Espagne 67-64. Les Bleus affronteront les Japonaises vendredi. En difficulté dans le décathlon à cause d'une blessure au dos, Kevin Mayer a tout de même brillé lors de l'épreuve du saut en hauteur. Mais dans la foulée, son 400 mètres a été difficile. Le recordman du monde est 5e à l'issue de cette première journée. Il lui reste 5 dernières épreuves ce jeudi pour tenter de décrocher le podium. Il y a tout qui est ouvert. Ma hauteur m'a vraiment remis dans le décathlon. Mon 400 m'a un peu rabaissé. J'avoue que c'est pas une première journée dingue, hein. Demain, c'est ma plus grosse journée par rapport aux autres. Tout est possible. Warner a beaucoup d'avance. Mais on me connaît, quoi. Je suis pas là pour cueillir des myrtilles, hein. Je vais allonger toutes mes tripes sur la piste et on verra bien. Au classement des médailles, la France est 8e avec ses 25 breloques. La Chine et ses 70 médailles, dont 32 en or, restent leaders. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on se projette. Que va décider le Conseil constitutionnel demain? Les sages vont rendre leur verdict sur le projet de loi sanitaire. Pourrait-il être en partie retoqué? On verra ça. Regardez votre chronique avec l'identité numérique La Poste. La clé qui sécurise et simplifie vos démarches en ligne. Jusqu'au 8 août, BFM TV prend la direction de Tokyo au Japon pour les Jeux d'été 2021. Tous les jours, suivez toute l'actu des Bleus, nos plus belles chances de médailles et tous les résultats. Les Jeux d'été 2021 à Tokyo, à suivre jusqu'au 8 août sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Combien vaut votre voiture? Chez vendezvotrevoiture.fr, vous recevez votre prix garanti. Entièrement en ligne, entièrement gratuit. Déposez simplement votre voiture dans n'importe quelle agence vendezvotrevoiture.fr et recevez votre offre maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Don't stop me now if you wanna have a good time. Just give me a call. Don't stop. Bien entendre, ça change la vie. Audica. Luc de Christie. Découvrez son nouveau single My Heart and My Soul. My love, baby girl, you are my heart. Luc de Christie. Son nouveau single My Heart and My Soul. Disponible sur toutes les plateformes. Quand on perd un enfant, il y a cette question qui revient. Pourquoi? On peut invoquer le destin. On peut aussi ne pas se résigner à l'idée que ce jour-là, il soit mort pour rien. Et faire en sorte que finalement, ce ne soit pas la mort qui gagne, mais la vie. Emma, le lit design et élégant. Essayez-le pendant 100 nuits, livraison et retour gratuit. Dormez mieux, dormez heureux. Emma.fr. Vous savez pourquoi chez Carglass on vous demande votre numéro d'immatriculation? Eh ben regardez notre stock là. Ça nous permet d'identifier tout de suite votre pare-brise pour l'envoyer dans le centre que vous avez choisi. C'est pour ça que chez Carglass, on peut vous donner un rendez-vous très rapidement. Et en plus, vous n'avez rien à avancer, quel que soit votre assureur. Alors si vous avez une urgence sur votre pare-brise, réservez tout de suite sur carglass.fr. Et pour être certain d'arriver directement sur notre site, ne tapez pas juste Carglass, mais bien carglass.fr. En plus, en ce moment, Carglass vous offre 1 an d'abonnement à l'appli Coyote. Carglass répare, Carglass remplace.
Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is fit. Donnons une seconde vie à nos téléphones avec le programme RE. Orange. Repartir, redécouvrir, revivre. Renault. Chez De Giro, nous souhaitons rendre l'investissement accessible à tous ceux voulant bâtir leur propre avenir financier. Que vous investissiez activement ou suiviez les marchés passivement, notre plateforme primée est la vôtre. Investissez comme plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde entier à des frais sans précédent. De Giro, le pouvoir financier vous appartient. Nous vous offrons maintenant vos 50 premiers euros de frais de courtage. Investissez dès aujourd'hui sur degiro.fr. Regardez votre chronique avec l'identité numérique La Poste. La clé qui sécurise et simplifie vos démarches en ligne. Bientôt 21h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une ce soir, que va décider le Conseil constitutionnel? Les sages rendent leur verdict demain concernant le projet de loi sanitaire. Pourrait-il être en partie retoqué? Certains points pourraient être litigieux. Je ne céderai rien à leur violence radicale. La charge d'Emmanuel Macron contre ceux qui qualifient la France de dictature sanitaire, un mot qu'il ne veut pas entendre. Leur attitude est une menace pour la démocratie. Voilà ce que dit le chef de l'État dans une interview à Paris Match. L'hôpital en alerte dans le sud. Après la Corse, le plan blanc déclenché en région PACA et en Occitanie. La situation se dégrade brutalement et rapidement. Et puis on vous parlera des flammes qui sont aux portes d'Athènes en Grèce. Une quarantaine de feux en cours dans le pays. Des centaines de pompiers mobilisés. Chaque jour, de nouveaux foyers apparaissent sous l'effet d'une canicule exceptionnelle. Les dégâts sont importants. Les évacuations se font par centaines. Leur avis est très attendu. Les sages du Conseil constitutionnel se prononcent demain sur le projet de loi sanitaire qui prévoit l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. Des mesures sources de vifs débats depuis plusieurs semaines dans la rue et dans la classe politique. Anne Lormans. Défendre l'extension du pass sanitaire, fer de lance d'Emmanuel Macron. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, le président de la République réfute les allégations d'un internaute, estimant que la France devient un pays liberticide. Si nous n'avions pas le pass sanitaire aujourd'hui, on serait obligé de refermer, c'est-à-dire de faire porter la contrainte sur tout le monde. Avec le pass sanitaire, on l'a fait porter uniquement sur celles et ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner, et en leur demandant de se tester pour protéger les autres. Un projet de loi qui fait débat au sein de la classe politique. La semaine dernière, 74 députés ont ainsi déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Ils dénoncent un texte examiné de façon hâtive par le Parlement et qui porte atteinte aux libertés et aux principes d'égalité entre les Français. On a mis ces obligations avec un calendrier qui ne permettait pas aux gens qui auraient voulu se faire vacciner parce qu'ils avaient prévu de le faire en septembre ou autre, de pouvoir le faire à temps pour passer un été normal, et puis surtout parce qu'il y a une liberté d'aller et venir, un droit à finalement avoir ses données préservées qui ne l'est plus du tout, puisque n'importe qui travaille dans un cinéma, dans un café, va assurer des missions de police, va avoir accès à vos données de santé, à vos données personnelles, d'identité et autres, et ce n'est pas comme ça qu'on doit lutter contre cette pandémie. Des accusations que réfutent les membres du gouvernement. S'il y avait un point sur lequel je souhaitais s'aligner, c'est le fait que l'Assemblée nationale et le Sénat se sont mis d'accord avec une commission mixte paritaire, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un point d'équilibre. Ça veut dire que toute la représentation nationale, ça veut dire que les représentants du peuple de France se sont mis d'accord pour trouver ce chemin qui doit nous permettre de lutter contre le seul et unique ennemi que nous avons, le virus. Le Conseil constitutionnel rendra son avis demain et pourrait émettre des réserves ou censurer certains points du projet de loi sanitaire. William T, vous êtes toujours avec nous. Le scénario le plus vraisemblable demain, c'est quoi? C'est que le Conseil constitutionnel censure à minima ce projet de loi sanitaire?
Le plus vraisemblable, c'est que le Conseil constitutionnel valide le dispositif, mais mette des réserves, soit des réserves d'appréciation, soit censure une partie du dispositif, notamment 3 questions précises. La question de l'isolement, la question du licenciement devenu suspension du contrat de travail, et le 3e point, l'extension du pass sanitaire aux hôpitaux où l'appréciation relève du médecin sur la question du cas d'urgence. On va y revenir dans un instant sur ce 3e point, mais avant, sur quels critères se basent les membres du Conseil constitutionnel pour rendre leur avis? En fait, le Conseil constitutionnel opère une conciliation et juge si les mesures violent les dispositions de la Constitution, et du coup il opère une conciliation entre les différents principes, parce que vous avez des principes qui sont contradictoires dans la Constitution. Je vais prendre deux exemples de comparaison. Le Conseil constitutionnel s'est exprimé sur les différents dispositifs depuis le début de la crise sanitaire et a validé l'ensemble des dispositifs, et pour mener notre comparaison, par exemple sur les lois qu'on a adoptées sur la question du terrorisme, il opère une conciliation à chaque fois. Souvent quand on adopte une loi, il y a des libertés ou des droits fondamentaux qui sont limités, mais le Conseil constitutionnel opère une conciliation entre la liberté qui est limitée, notamment la liberté d'aller et venir, ou autre liberté, la liberté au droit privé, à ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de la nation. Actuellement, l'intérêt supérieur de la nation, on le voit sur la plupart des pays occidentaux et même des autres pays du monde, c'est la question de la vaccination. Donc dans la mesure où le pass sanitaire incite les gens à se faire vacciner, vraisemblablement le Conseil constitutionnel appréciera la globalité du texte et pour conserver la portée et l'objectif, donc conservera le dispositif. Mais on l'entendait dans le reportage, on va rappeler que ce texte, c'est le fruit d'un accord entre les sénateurs et les députés. C'est quand même un texte qui globalement est équilibré par rapport aux risques sanitaires. Donc le gouvernement devrait dormir tranquille ce soir? Je pense que le gouvernement peut dormir tranquille, et d'ailleurs il l'a rappelé il y a quelques heures qu'il n'était pas inquiet sur la décision du Conseil constitutionnel, dans la mesure où le Sénat avait déjà opéré des modifications sur la question du licenciement et sur la question de l'isolement. Donc la plupart des dispositions seront vraisemblablement constitutionnelles. Mais si l'Assemblée nationale et le Sénat jugent la plupart des dispositions sur un critère politique, le Conseil constitutionnel opère sur un critère juridique. Il va analyser si telle ou telle disposition, le mot-clé c'est porte une atteinte manifeste aux droits fondamentaux. Et si les droits ne sont pas violés manifestement, il conservera en disant qu'il y a un intérêt supérieur, et donc du coup la conciliation opérera toujours vers l'intérêt supérieur de la nation. Roger Rua, vous êtes toujours connecté avec nous en direct, médecin généraliste, ancien président du syndicat des médecins libéraux. Le pass sanitaire qui est prévu pour être étendu aux établissements médicaux, sauf urgence médicale. Alors, il y a beaucoup de professionnels qui s'interrogent, qui se disent oui, mais c'est quoi une urgence médicale? Comment on va définir ce que c'est qu'une urgence médicale? Est-ce que vous aussi, vous avez des réserves? Tout ce qui est une limitation de l'entrée dans un établissement de santé, pour moi, c'est une réserve, effectivement. La notion d'urgence est tout à fait fluctuante, donc ça, c'est pareil. S'il va falloir statuer sur la notion d'urgence avant de laisser entrer quelqu'un, non. C'est pas raisonnable. Bien sûr qu'il faut que les gens soient mieux vaccinés pour entrer dans un établissement de santé, mais bien avant que le vaccin n'existe, l'entrée dans les hôpitaux n'était pas limitée. Or, les contaminations étaient bien plus importantes. Donc non, je crois qu'il faut garder un petit peu de raison. Dans les faits, ce que nous disait Bertrand Guidet, qui est chef du service de réanimation à l'hôpital Saint-Antoine, il nous disait mais dans les faits, on ne pourra pas l'appliquer. En fait, on sera obligé de faire preuve de souplesse. Ah ben c'est évident. On va pas mettre quelqu'un dehors sous prétexte qu'il n'a pas son passe vaccinal. Ça me paraît aberrant. Ce pass sanitaire, à vos yeux, docteur, est-ce qu'il est bien proportionné, j'allais dire, par rapport à ce qui se passe? Là, on parle de la flambée épidémique dans certaines régions. Est-ce que, avant même d'être validé par le Conseil constitutionnel probablement, est-ce qu'il n'est pas déjà dépassé? Est-ce que ça va suffire à contenir, à freiner l'épidémie? La seule chose qui pourrait de toute façon aboutir à un freinage, voire à la disparition de l'épidémie, c'est une vaccination larga manus, c'est-à-dire de l'ensemble de la population non seulement française mais mondiale. Donc on n'en est pas là. Donc tout ce qui peut freiner est une bonne chose, mais le but en termes d'arrêt de la pandémie, c'est d'avoir une vaccination, comme on l'a fait pour la variole, qui soit suffisamment importante, surtout l'ensemble du globe terrestre, pour que le virus ne circule plus. On revient vers vous dans un instant. Avant, William T, si demain le Conseil constitutionnel valide globalement les grands principes de ce projet de loi sanitaire, est-ce que ça peut aussi freiner, entre guillemets, le mouvement de mobilisation des antipasses?
C'est dans le sens de l'intervention d'Emmanuel Macron. En fait, Emmanuel Macron, et si le Conseil constitutionnel le valide, ça montrera pour les manifestants qu'il sera quasiment impossible de revenir sur l'essence même du pass sanitaire. Et donc, ça peut décourager une partie des personnes qui manifestent à aller manifester dans la mesure où... Pourquoi est-ce qu'ils manifesteraient encore dans la mesure où la loi est appliquée et puis ce sera quasiment terminé pour eux. Mais je pense que le cœur majeur de la manifestation restera pour trois raisons précises. Sur la question du protocole sanitaire mis en place par Jean-Michel Blanquer pour la rentrée, et donc c'est un point cristallisant qui est la vaccination des adolescents et pas des enfants. Le deuxième point, c'est la question des lieux de la vie de tous les jours, l'extension du pass sur la question des bars et des restaurants, notamment en terrasse. Et le troisième point, c'est la question du test PCR rendu payant à partir d'octobre. Parce que ça rompt la question de la rupture, ça crée une rupture d'égalité entre la France des vaccinés et celle des non-vaccinés. Dans la mesure où le test PCR ne serait pas rendu payant, et ben en fait, ce serait compliqué pour les manifestants et notamment pour les grands leaders de dire qu'il y a une rupture d'égalité, qu'il y a une France des vaccinés et une France des non-vaccinés, dans la mesure où ils pourraient avoir un test PCR pour aller dans les lieux de vie quotidien. Merci William T. Le projet de loi sanitaire qui prévoit, vous le savez, la vaccination obligatoire pour les soignants, et certains professionnels de santé contestent cette obligation qui leur est faite. Ils refusent qu'on leur impose la piqûre et qu'on les menace de licenciement. Le syndicat Sud a donc lancé aujourd'hui, écoutez, une grève illimitée. On a lancé un appel à la grève illimitée pour dénoncer le fait qu'on nous impose, alors on n'est pas contre le vaccin, on est contre le fait qu'on nous impose une vaccination obligatoire sous peine de sanctions. Donc pour nous c'est totalement scandaleux parce que le président de la République et le gouvernement ont jeté le personnel soignant en pâture, le personnel hospitalier en pâture devant la représentation nationale suite à l'allocution présidentielle, un peu comme si on faisait vacciner de force les personnels hospitaliers, la crise sanitaire s'arrêterait du jour au lendemain. Avec le pass sanitaire, on va bloquer les agents à l'entrée de l'hôpital qui n'ont pas le pass sanitaire. Donc là aussi, en pleine 4e vague, on va laisser des agents à la maison, alors que dans certaines régions, on appelle les anciens, le personnel soignant retraité à reprendre du service. Est-ce que c'est le moment de sanctionner les agents et de les laisser à la maison, alors que c'est le moment où on a le plus besoin? Roger Ruat, vous entendez ces propos? Est-ce que dans les faits, l'obligation vaccinale, elle pourra réellement entrer en vigueur à partir du moment où, si vous avez des soignants qui refusent de se faire vacciner, est-ce que vraiment on pourra se passer d'eux vu la situation sanitaire? Non, mais ce que je trouve un petit peu triste, c'est qu'on soit obligé, que les autorités soient obligées d'en arriver à prendre des sanctions qui peuvent aller jusqu'à éventuellement le licenciement ou la mise sur le côté de personnel hospitalier, du fait que quelques-uns, parce qu'ils sont très peu nombreux, refusent d'être vaccinés. L'ensemble des gens qui ne sont pas encore vaccinés parmi les personnels hospitaliers se laisserait convaincre, entre guillemets. Mais là, si tout le monde intervient, si les syndicats interviennent, si ça crée une tension au niveau de l'hôpital, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Et c'est ça qui me rend triste, parce que quand on est personnel hospitalier, on sait très bien que le vaccin, c'est quelque chose d'utile et c'est quelque chose qui a sorti l'humanité de beaucoup de maladies. Il faut arrêter de penser qu'un vaccin puisse être dangereux. Bien sûr qu'il y a des effets secondaires, mais pas à ce niveau-là. Il y a encore beaucoup de non-vaccinés en ce moment chez les soignants. Est-ce que les annonces d'Emmanuel Macron sur l'obligation vaccinale, ça a déclenché aussi un mouvement de vaccination chez ceux qui ne l'étaient pas encore? Vous savez qu'il y a deux catégories. Alors c'est toujours embêtant de diviser et de stigmatiser une catégorie par rapport à une autre, mais les soignants, en particulier les médecins et les infirmières, sont beaucoup plus vaccinés que le personnel non soignant ou administratif qui font partie du personnel hospitalier aussi. Et donc leur contact avec la maladie, leur contact avec les malades ne sont pas les mêmes. Et on peut comprendre ça. Mais ça progresse, et puis ça progressera encore. Je pense qu'il y a toujours eu des mouvements de ralentissement par rapport à des vaccinations nouvelles. On se rappelle de l'hépatite B. Mais ça va rentrer dans l'ordre, d'autant plus qu'on voit très bien que les effets positifs de la vaccination entraînent une moindre charge sur les hôpitaux. Ça, c'est important quand même. Pour revenir sur ces soignants grévistes contre l'obligation vaccinale, vous trouvez que ça brouille le message du coup, parce que la communauté médicale globalement appelle à la vaccination, et puis il y a ces soignants, on ne comprend pas trop, ils manifestent parce qu'ils refusent qu'on leur impose le vaccin. Ça brouille le message, le ressort de ce mouvement est plus politique d'après vous? C'est plus une opposition finalement au gouvernement que vraiment une opposition au vaccin?
Je pense que les arrière-pensées politiques arrivent toujours, malheureusement, même en cas de crise sanitaire, à venir à la surface. On le voit bien, là. Maintenant, j'ai entendu le représentant syndical qui était très très prudent. Il disait qu'ils ne sont pas contre la vaccination, ils sont contre le fait qu'on leur impose. À ce moment-là, il y a une seule solution, c'est d'être volontaire pour être vacciné, puis le problème sera résolu. Roger Ruard, restez avec nous. Oui, William T, juste, est-ce que l'obligation vaccinale, pour les soignants, est-ce qu'elle peut être retoquée par le Conseil constitutionnel? Je ne pense pas, parce que le Conseil constitutionnel va analyser différents principes, notamment pour la question de la vaccination obligatoire, sur le fait que est-ce qu'elle justifie est-ce que les soignants, notamment, risquent, s'ils ne se font pas vacciner, de porter préjudice à autrui, dans la mesure où ils sont en contact avec un public qui peut être éventuellement pas vacciné. Puis sachant qu'ils sont déjà soumis à des obligations vaccinales. Tout à fait, la mesure se justifie complètement. Donc, en ce sens, le Conseil constitutionnel va valider la vaccination obligatoire. Il y aurait eu plus de doutes si la vaccination obligatoire était portée sur la question de toute la population. Dans la mesure où la vaccination obligatoire est ciblée auprès de populations précises, elle sera validée par le Conseil constitutionnel. Les soignants qui, en tout cas, sont massivement mobilisés dans le sud de la France. Le plan blanc est déclenché dans 3 régions, la Corse,